Il paraîtrait que filmer des gens qui font du sexe, c'est de la pornographie. J'ai même entendu dire que si un réalisateur de films connu filme des gens qui font du sexe, c'est du cinéma. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 46 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier notre contributeur Patreon phare, Adrien. Merci de ton soutien, on espère que l'épisode te plaira. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Julie, passionnée de Jean-Claude Van Damme, scénariste de profession. Vous l'avez probablement déjà entendu puisque tous les mercredis, elle analyse des films pour le podcast 2 heures de perdu. Et coucou Julie. Coucou, je suis très contente d'être avec vous. Nous, on est trop contente de t'avoir. Mais nous aussi, nous sommes des aficionados de 2 heures de perdu, on vous cite quasiment tout le temps. Oui. On aime Jean-Claude Van Damme, on aime les scénaristes, les femmes scénaristes, c'est très très important. C'est vraiment trop bien que tu puisses venir, merci encore à toi de venir. Et pas pour parler n'importe quoi. Et non, car nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cinéma, cela va de soi, vu l'invité du jour. Et c'est un gros dossier puisqu'il s'agit de Love de Gaspard Noé. Trop, enfin presque pornographique. Bon, voilà, j'ai pas adhéré. Scène de sexe tout le temps, quoi. L'histoire Y a pas d'histoire. Une histoire. Non, mais c'est pas inintéressant. C'est pas le genre de film que l'on apprécie, qu'on le cherche à voir. Je pense que c'est la première fois qu'il va faire autant de spectateurs, à mon avis. L'histoire du film, c'est un mec et une nana qui s'aiment plus, etc. L'intérêt du film, c'est que c'est en 3D en fait. C'est sympa, on voit Paris en 3D, donc c'est mignon. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est un peu ennuyeux. Avant de se plonger dans ce film qui fait moult débats dans le monde du cinéma, Julie, quel est ton rapport à la pornographie de manière générale et est-ce que tu en consommes ? Eh bien écoutez, c'était aussi une des questions que je me suis posée avant de venir à votre podcast, parce que quand vous m'avez contactée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller leur raconter vu que je n'ai jamais vu de film porno de ma vie. Alors bien sûr, je suis tombée sur des scènes sur internet ou des choses comme ça, mais je n'ai jamais eu la démarche d'aller regarder un film pornographique en entier. Ou même par morceaux, donc j'étais un peu perplexe, et puis je me suis dit non, en même temps c'est intéressant que j'ai jamais eu en fait cette démarche non plus, donc c'est intéressant d'en parler. Et en l'occurrence vous m'avez parlé de Love que j'avais vu, et je me suis dit pourquoi pas. Donc mon rapport à la pornographie, c'est que je n'en consomme pas. Peut-être que ça me donnera envie d'en consommer, d'ailleurs d'en parler avec vous pour le coup. J'ai écouté quelques-uns de vos épisodes et je trouve ça assez intéressant. Moi je suis vraiment très curieuse par rapport à ça. Je suis tombée sur des films érotiques quand j'étais plus jeune, sur M6 je pense, à minuit le dimanche soir. Mais j'ai jamais en tout cas été confrontée à un film pornographique dans sa totalité. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus selon toi du film pornographique que tu as vu même au cinéma de manière générale ? Eh ben, je pense que c'est Love, justement, pour le coup, même si on va en parler longuement, est-ce un film pornographique ? N'est-ce pas un film pornographique ? Je pense que c'est ça qui se rapprocherait le plus de ce que j'estime être un film pornographique. Au-delà de ça, après, bien sûr que j'ai pu avoir des émois, du désir au cinéma, mais je crois que ce qui m'excite plus, c'est l'avant, ou c'est le non montré, ou suggéré. Exactement, la suggestion. Moi je suis pour le coup scénariste de profession, et je crois que ce qui m'excite, c'est de raconter des histoires et de me raconter des histoires aussi. Donc j'ai pas forcément besoin qu'on me montre des images pour être excitée. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Non, et c'est important, les fantasmes, l'imagination. Je trouve que justement, quand on est à une période où on est vachement mobilisé par les images, on est vraiment obsédé par les images, Instagram, les réseaux sociaux en plus, ça fait qu'on a de plus en plus de mal à faire cet effort d'imagination. Même lire, j'ai l'impression que les gens lisent de moins en moins parce que justement, alors c'est très con et peut-être très réducteur, mais il n'y a pas beaucoup d'images. Et je trouve ça cool d'avoir des gens qui justement disent c'est bon, ce que j'ai dans la tête me suffit. C'est rare, j'entends très peu de gens qui me disent ça. En tout cas, je trouve ça vraiment très très cool.
Bah écoutez, je suis contente que vous trouviez ça cool, parce qu'au début j'étais un peu genre moi je suis un bébé pornographique pour le coup, puisque je n'en regarde pas ni rien, et je me disais j'espère qu'on va trouver quand même plein de choses à se dire intéressantes, et je pense qu'il y a de la matière avec Love. Oui, et puis c'est vrai que nous, de toute manière, quand on invite des personnes, c'est pour avoir aussi leur expertise et leur avis, c'est-à-dire qu'on cherche pas des gens spécialisés dans le porno, et au contraire, nous, ça nous intéresse aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'a jamais fait la démarche d'aller en chercher. Et du coup, toute la question sur est-ce que c'est un film pornographique ou pas, elle va être d'autant plus intéressante qu'on a toutes les trois une expérience très différente du porno. Oui, carrément. Mais avant de commencer, faisons un petit tour de table par rapport à notre rapport à Gaspard Noé. Mina, toi, Gaspard Noé, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas ? Bah, Gaspard Noé, j'en ai pas vu beaucoup en fait. Moi, j'ai vu que Irréversible, Love, c'est les deux seuls que j'ai vus. Et c'est un cinéaste qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien le style, j'aime bien le type de manière générale. Il me fait délirer en fait quand je le vois en interview. Il y a ce côté très vulgaire, irrévérencieux qui me parle bien. Après, j'avoue, son cinéma me fait un peu peur. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, quand on parle de ses films, souvent, c'est... je suis allée au cinéma voir... C'était quoi celui qu'il a fait dans une boîte de nuit à Climax. Voilà. J'ai énormément de monde qui m'ont dit « Je suis allée voir Climax au ciné. C'est chaud, il y a plein de gens qui sont sortis pendant la séance. » Et résultat, j'ai eu peur d'aller le voir parce que j'ai eu peur de souffrir pendant 2 heures, donc j'y suis pas allée. Et du coup, je regrette un peu, et je pense que là, je vais un petit peu me forcer après cette séance de Love à aller fouiller plus sa filmographie, voir les quelques films qu'il a fait, quoi. Et toi, Julie ? Eh ben moi, le premier rapport que j'ai eu avec Gaspard Noé, c'était de tomber par hasard, je pense que c'est ma curiosité qui m'a poussée à aller voir Irréversible, mais je l'ai vu très jeune et j'ai arrêté en plein film. Ça a été traumatique, je pense. J'ai pas pu, pendant la scène la plus, on va dire... la plus intense, je n'ai pas pu rester, c'était trop choquant pour moi, je devais avoir 16 ans en plus, donc vraiment, c'était pas possible. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de revoir des films de Gaspard Noé, parce que justement, ça me terrorisait. Et c'est justement, en fait, pour Love alors j'avais la chance d'être à Cannes cette année-là, et on m'avait proposé une place pour aller à la séance de minuit, donc la première séance, il avait été diffusé nulle part, et il y avait une espèce de sauce qui montait à Cannes en mode putain, ce film, il paraît que c'est ultra trash, c'est la première fois qu'on va le voir, c'est quand même dingue. Enfin, il y avait déjà des rumeurs sur les scènes de sexe et tout ça, même si on savait pas exactement ce qui allait se passer. C'était en 3D aussi, donc il y avait ce truc de qu'est-ce qu'il a fait et tout. Et moi, j'étais vraiment genre ok, je viens, mais si je viens, je me mets en bout de rang. Je veux être... je savais pas du tout ce que ça allait... Je savais que c'était une histoire d'amour, donc au moins... Après, il y a Irréversible, c'est aussi une histoire d'amour, même si, hélas, elle est tragique et complètement accidentée par autre chose. Mais en l'occurrence, je me suis dit, je me mets en bout de rang, parce que vraiment, j'ai pas envie de prendre le risque de me retrouver mal, coincée, et tout ça pendant cette séance. Et en plus, c'est Cannes, donc tu vois beaucoup de films par jour. Enfin, moi, en tout cas, c'est la façon dont je vis les festivals de Cannes quand j'ai eu la chance d'y aller. C'est que je vois des films. Et séance de minuit, généralement, tu te dis, ouais, je peux aussi m'endormir. Et là, en l'occurrence, ça m'a scotché. Du coup, je suis pas partie. Et ça m'a réconciliée avec Gaspard Noé, en tout cas avec son travail. Et je me suis dit, sur le moment, en tout cas, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais quand même vraiment bluffée. Alors, j'étais plus jeune, c'était en 2015. Et ça m'avait vraiment fascinée. J'avais trouvé ça déjà très beau. Et on en parlera peut-être un peu plus quand on parlera du film. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est bon. Je me suis rendu compte que Irréversible, c'était un film dans sa filmographie et que ça ne résumait pas tout son travail. Et à partir de là, j'ai vu Enter the Void pour 2 heures de perdu, justement, mais qui m'avait quand même plu. Enfin, je trouve que son travail est très intéressant pour plein de raisons différentes à chaque fois, mais il a une sens du cadre, de l'image qui, moi, me plaît beaucoup. Et il a des persos qui sont quand même toujours très hauts en intensité, donc c'est intéressant. Et Climax, je l'ai découvert pareil, je pense que c'était une avant-première au Forum des Images ou un truc comme ça. Moi, j'aime bien voir les films de Gaspard Noé sans en avoir entendu quoi que ce soit avant. Et je trouve la scène d'ouverture stratosphérique. Vraiment, c'est une scène de danse. Et moi, j'avais rarement vu une scène de danse aussi bien filmée sur ces dernières années au cinéma. Et pourtant, je vois tous les sexy dance et les step dance. C'est sûr. Mais par contre, je trouve que parfois, il peut avoir une espèce de pas de fainéantisme, mais vu qu'il tourne sur... Climax, ça s'est tourné de manière assez resserrée.
et qui laisse beaucoup de part à l'improvisation. Parfois, ça fonctionne très bien. Et parfois, c'est un peu plus poussif et je me dis, t'aurais bossé un peu plus sur 2-3 trucs, ça aurait pu être vraiment canon. Et voilà, parfois, il me manque des choses. Et je me dis, quand tu réalises une scène comme la scène d'ouverture de Climax, c'est quand même dommage que tu retrouves pas cette espèce de virtuosité dans l'autre partie du film, même si tu racontes pas la même chose et même si, justement, une espèce de descente aux enfers. Moi... Je n'aime jamais autant Gaspard Noé que quand il me montre qu'il sait filmer comme ça, quoi. En faisant preuve de, je sais pas, d'une espèce de légèreté avec sa caméra et en même temps de quelque chose d'ultra planant qui correspond aussi à ses thématiques, dont il parle dans ses films, beaucoup de drogue, voilà. Beaucoup. Mais en tout cas, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un cinéaste hyper intéressant. Un peu plus dérangé par son male gaze aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais en l'occurrence, je trouve qu'en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ça soit réussi ou pas forcément, il y a toujours un truc un peu intéressant dans son travail. Et au moins, il a le mérite de faire vivre des émotions très différentes à plein de spectateurs. Et je trouve que c'est ça aussi qui est bien dans le cinéma, c'est que même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et pour le coup, je pense qu'un jour, j'aurai peut-être le courage d'essayer de revoir Irréversible, peut-être chez moi, en essayant de passer la scène qui me dérange aussi. Mais en l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas résumer non plus son cinéma à que des scènes chocs, parce qu'il y a d'autres choses, en fait, et c'est un cinéaste qui parle très bien d'histoire d'amour, justement. Et qui a une façon de raconter des histoires dans la chronologie, dans la construction et même parfois dans le scénario, même s'ils sont souvent pas très épais, ces scénarios, qui est quand même intéressante et qui mérite qu'on s'y intéresse, quoi. Petite anecdote, je reviens avant de te poser la question, Jade. En fait, je n'ai pas précisé, mais la première fois que j'ai vu du Gaspard Noé, c'était sur un site pornographique. Et c'était la scène d'Irréversible. Oui. La scène. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Irréversible, il y a une fameuse scène de viol qui dure extrêmement longtemps. 20 minutes, je crois. 20 minutes ? Ouais. Putain, je me souvenais pas que c'était si long. Et qui est horrible et qui est filmé en plan fixe. Et donc, je l'ai vu pour la première fois sur Pornhub. Et j'étais là, genre, je comprenais pas sur quoi j'étais tombée parce que ça ressemblait à pas du tout un film porno. Et donc, j'ai compris après, en développant ma cinéphilie, que c'était une scène issue de Irréversible et donc qui a été réutilisée par des personnes mal intentionnées qui ont récupéré la scène pour à but masturbatoire sur les sites porno. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. Tu sais toujours si c'est encore sur Pornhub ? Je l'ai pas cherché. J'ai cherché pour Love et pour d'autres films, par exemple. Je me suis demandé si La vie d'Adèle était sur Pornhub, bien évidemment, elle y est. Mais Irréversible, je l'ai pas cherché. Et toi, Jade, quel est ton rapport à Gaspard Noé ? Eh bien, je trouve que c'est un très bon faiseur. Je trouve qu'il a un sens de la lumière, de l'esthétisme, du cadrage, qui est vraiment très rare en France, qui est plutôt dans un cinéma avec caméra épaule, Fémis, compagnie. Et je trouve qu'il y a toujours une intention et un soin laissé au raccord, surtout dans Love. J'avais pas vu de Gaspard Noé depuis très longtemps. Et Love, les raccords qu'il y a entre les... Enfin voilà, c'est un film où on va faire des sauts dans le temps, mais les raccords entre les sauts dans le temps, les positions des personnages, il filme très bien les boîtes de nuit. Je trouve qu'à chaque fois, les scènes de boîtes de nuit de Gaspard Noé sont fantasmagoriques. Mais j'aime beaucoup Gaspard Noé. Irréversible, je ne l'ai pas vu. Pour les raisons que vous avez citées, je me méfie encore un petit peu trop. J'aime beaucoup les choses hard, mais j'ai mes limites, entre guillemets, et peut-être que ça vaudrait le coup que je me penche dessus. Sinon, le premier Gaspard Noé que j'ai vu, c'était Enter the Void, il y a très très longtemps, et le premier que j'ai vu au cinéma, c'était Climax. Et j'y suis allée avec une copine, on s'est dit, ça a l'air sympa, enfin. Oui, non mais voilà. Bah oui. Et on s'est pris une claque, on n'était pas bien à la fin du film, on fait, on va rentrer chez nous, on va pas prendre 2 verres. Non, allez, rentre bien. Et c'était fantasmagorique, j'adore Climax. Je trouve, comme tu dis, la scène d'ouverture qui est une sorte de plan séquence de 10 minutes d'une chorégraphie, mais millimétrée, elle est folle. Elle est folle. Pour moi, c'est l'une des meilleures danses aussi de l'histoire du cinéma. Et c'est incroyable, ça vous laisse pas indifférent, comme tu dis. Je te rejoins vraiment, tout ce que tu as dit, c'est ce que j'ai noté. Et j'aime beaucoup, j'avais vu aussi Lux Aeterna, avec Béatrice Dalle, enfin avec beaucoup de gens qui sont habitués à tourner chez Gaspard Noé, que j'ai beaucoup aimé également, pour moi qui aime bien les coulisses du monde du cinéma. Je sais pas si vous l'avez vu, mais très très sympa, très court en fait. Je crois que c'est un Gaspard Noé qui dure 45 ou 50 minutes. J'allais dire, il est pas sorti uniquement au festival et pas au ciné ? Alors il est sorti aussi, c'est ça. J'ai vu qu'il passait au Maclinder, il me semble. Moi j'avais vu à l'Étrange Festival à l'époque, il passait à l'Étrange Festival, qui est un festival spécialisé dans les films de genre sur Paris.
Et j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très très intéressant, je vous le conseille. En tout cas, c'est pas un Gaspard Noé qui est trop hard, il y a rien de bien violent, c'est juste, vous voyez, un tournage qui se passe très très mal. Enfin, qui se passe très mal, tout le monde s'engueule, tout le monde s'arrache les cheveux, personne se met d'accord, ils ont pas la même vision du film, les actrices elles sont maltraitées, enfin pas maltraitées mais elles savent pas quoi faire. Enfin, c'est très très intéressant. Si vous aimez le monde du cinéma et que vous aimez voir les choses s'écrouler, devenir chaos, comme tu dis. Mais je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, que j'aime beaucoup en interview. Mel Gibson également, on va repasser dessus, particulièrement sur Love, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, mais j'aime beaucoup son cinéma et je prends toujours un certain plaisir à aller voir les nouveaux films de Gaspard Noé. En tout cas, j'irai voir les prochains sans aucun souci. Et Love, je me demande si c'était pas ma première fois en entier que j'ai vu ce film. Je suis pas sûre de l'avoir vu en entier à l'origine, donc disons que je l'ai redécouvert. Eh bien, Love, c'est un film donc de Gaspard Noé, sorti en 2015 sur un scénario de Gaspard Noé. C'est son 4e film. Ça dure 134 minutes, donc on est à peu près sur 2h10, 2h15. C'est un film qui a été interdit aux moins de 18 ans à sa sortie au cinéma. On va revenir un peu là-dessus parce qu'il y a eu de multiples rebondissements justement sur la classification du film, pour un budget d'environ 2,55 millions d'euros. Qui a eu sa première au Festival de Cannes en 2015 en séance de minuit, comme tu le disais. Et oui. Et avec dans les rôles principaux Karl Glusman et Aomi Muyok, qui sont, je crois que c'est leur premier rôle. Aomi, c'est son premier rôle au cinéma, Karl un petit peu moins. Mais... Karl, c'est son 3e, mais c'est le premier film à sortir au cinéma sur grand écran. Et c'est en tout cas, Karl, c'est le seul qui a une formation de comédien professionnel à la base. Je crois qu'elles sont comédiennes non professionnelles. Je crois que Aomi est une. Alors, elle est mannequin. Je crois que c'est le visage d'un parfum très connu, Lolita Lumpia. Peut-être, ouais. Regardez les vidéos, les pubs sur Internet, vous reconnaîtrez. Je crois que Karl, c'est le seul à avoir une carrière dans l'eau aussi, à avoir continué derrière, à avoir une carrière. Aomi, c'est son seul film, quoi. Donc, et je crois qu'elle avait été repérée à La Sauvage en boîte de nuit. Donc, alors, en effet... pareil, j'ai d'autres... Moi, j'allais parler de ça plus tard, mais en fait, Clara, qui est le 3e personnage, enfin, l'actrice qui joue le 3e personnage s'appelle Clara. Elle a été découverte par Gaspard Noé en boîte de nuit parce qu'elle dansait sur la piste de danse. Aomi à une soirée et Karl Gurman parce qu'ils avaient une. Alors Karl Gurman, c'est. Alors moi j'ai lu dans les anecdotes, car j'ai fait les anecdotes exactement comme pour 2 heures de perdu, qu'en gros il était en soirée et que quelqu'un lui a demandé quel était son film préféré et qu'il a répondu Enter the Void et que cette personne s'avérait être une pote ou un contact en tout cas de Gaspard Noé. Et que c'est elle qui les avait mis en contact, justement, en disant il cherche des gens pour son prochain film, rencontrez-vous. Et... Alors, est-ce que c'est une fausse anecdote d'Hollywood ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Ah, si c'est ça la rencontre, franchement, c'est une jolie rencontre. Je souhaite ça à tous les acteurs. Moi, j'arrête pas de dire que mon film préféré, c'est Jurassic Park, par exemple. Et je serais ravie qu'on me propose d'aller tourner avec Steven Spielberg. Hein, mais si, mais on connaît, mais Steven, il vient à la maison la semaine prochaine. Ils sont organisés en Skype avec lui. C'est un film qui a été tourné à Paris, mais qui a été tourné aussi en langue anglaise, pour information. Donc, je ne sais pas s'il est doublé en français, mais en tout cas, nous, on l'a vu en VO. En VO, avec un petit peu de français, parce que c'est censé être des personnes, des étudiants étrangers qui sont dans le film. Et j'étais contente parce que c'est beau de voir Paris aussi tourner comme ça, sans Tour Eiffel, sans rien du tout, juste avec Barbès dans un coin. J'aime beaucoup. Et au niveau du pitch, pour résumer un petit peu ça, on va suivre l'histoire d'amour tumultueuse d'un jeune couple qui a connu moult rebondissements qu'on va un petit peu retracer des plus beaux jours jusqu'au chaos, jusqu'au moment où tout s'effondre. Voilà, c'est une histoire d'amour vue d'un prisme, on peut dire, un tantinet sexuel. Complètement, et pour le coup, moi ce que je trouve intéressant, c'est que je l'aurais peut-être pas pitché comme ça, même si c'est une histoire d'amour, mais moi je vois vraiment quelqu'un qui se replonge dans une histoire d'amour, parce qu'elle est quand même si on a l'impression de la vivre au présent et de la vivre par étapes, c'est quand même une histoire d'amour passée. Oui. Et, c'est vrai que tout le film va être composé de flashbacks donc, sur cette fameuse histoire d'amour, ce triangle amoureux. Mais ouais, non, moi, histoire d'amour, enfin, il a été vendu un petit peu de différentes manières. Film sur le cul, triangle amoureux, histoire d'amour. Je pense que tu peux le prendre de la manière en fait qui te plaît le plus. Il n'y a pas de vraie version, de bonne version à donner. On le voit comme on veut. Mais en effet, les flashbacks, enfin oui, c'est se remémorer une histoire d'amour. En même temps, on la voit de A à Z, mais oui, je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Et du coup, nous commençons le film directement, sans transition, une petite séance de masturbation directement. Oui. Alors la scène d'ouverture est très très crue, c'est vraiment le moment où je me revois dans le cinéma en disant oh là là, pourquoi j'ai pris cette putain de place, genre vraiment, qu'est-ce que je fais là ? Mais en fait c'est assez beau, enfin, c'est filmé quand même de manière très graphique, mais la lumière est jolie, le cadrage est bien aussi.
Et puis les corps sont quand même magnifiés aussi. Enfin, ils sont déjà, je pense, en réalité... Ils sont mannequins, hein. Pas trop mal. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, c'est une scène qui te plonge dans le bain directement, quoi. Bah, je sais pas si c'était une bonne idée pour ouvrir le film. En tout cas, ça donne le ton parce que finalement, c'est un peu l'avis que je vais avoir de manière générale, c'est il n'y a pas tant de sexe que ça non plus dans LOL. Avec Sophie Marceau. Ah non, moi j'étais sur qui ressort avec Ah, Philippe pardon, Lachaud. moi, je suis à l'ancienne. Mais oui, effectivement, c'est ça que je trouve intéressant dans le film aussi, c'est qu'on nous l'a vendu comme, pour sûrement des volontés marketing peut-être aussi, comme un film ultra sexuel. Alors oui, il y a quand même des scènes, moi je vous avoue, quand je l'ai revu pour le podcast, il y a mes voisins qui ont un vis-à-vis sur mon salon et j'étais vraiment genre... Ouais. Bon, alors, bonne soirée, hein, messieurs, dames. Il y a quand même des scènes où, si tu fais gaffe, t'es pas forcément... Et puis là, on voit tout. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est la première scène de sexe et ce qui a fait partie aussi de la communication... toute la publicité qui a été faite autour du film, notamment à travers des médias, c'est qu'il y a pas mal de scènes de sexe qui sont non simulées. Là, ça se voit quand même très très bien sur cette première scène où on a les deux acteurs qui se font mutuellement du plaisir, jusqu'à l'éjaculation de l'acteur principal avec petite léchouille sur le gland. Alors, il n'y a pas de zoom. Il y a toute cette question de porno ou pas. mais c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est chaud quand même. Et en fait, c'est filmé de manière assez large. Donc, bon, tu vois tout, sauf la vulve. On verra jamais le sexe féminin, alors qu'on voit très bien, on voit tout le temps le sexe masculin. Mais c'est quand même un plan assez large et c'est pas des gros plans. Alors, encore une fois, je nuance puisque ça viendra. Mais, en soi, c'est quand même une jolie scène de sexe. Oui, c'est une bonne entrée en matière. Oui. Pour jumper sur le temps présent, on découvre le personnage de Murphy, qui se réveille, on comprend qu'il a une petite vie de couple, c'est la journée du Nouvel An, le 1er janvier, bonne année. Et il se réveille, on voit qu'il a un enfant, qu'il est avec ce qu'on estime être sa femme, mais que Murphy, ça n'a pas l'air de trop aller dans sa vie de couple de manière générale. Surtout, il y a un procédé narratif qui est hyper intéressant, c'est qu'on est directement dans ses pensées, quoi. On l'entend penser, donc on est complètement avec lui, et c'est d'ailleurs à la fois un truc que je trouve intéressant et un truc qui va vite m'agacer, puisque le personnage est un peu agaçant, mais c'est que t'entends tout ce qu'il pense de tout le monde autour de lui, la façon dont il ressent les choses, la façon dont il se sent lui. Il est en lendemain de gueule de bois, on comprend. Il déteste la nana avec qui il est super agacé. Alors son fils, il dit qu'il se sent emprisonné. On est directement avec un personnage qui est quand même... c'est difficile d'être 100% en empathie avec lui dès cette première scène. Il y a quelque chose d'un peu... d'un peu distant, quoi, par rapport à... en tout cas, par rapport à moi, à ce moment-là, je fais, oula, genre... Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est tout de suite désamorcé par le fait qu'il reçoit un appel pour ce 1er janvier, un appel de la mère de son ex-petite amie qui s'appelle Electra, et sa mère qui lui laisse un message en disant « Écoute, je m'inquiète beaucoup, j'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis plusieurs mois, elle était dans un état un peu suicidaire. Voilà, rappelle-moi quand tu as eu ce message. » Donc du coup, Murphy, ça lui fait remonter pas mal de souvenirs et ça va lui faire remonter justement toute cette histoire d'amour que finalement il chérit, même à l'heure actuelle, et il aurait voulu continuer malgré pas mal de merde qu'il va faire. Hein. Mais c'est vrai qu'on a un personnage très ouin-ouin, je trouve, très ma vie est nulle, je suis vraiment le fond, je suis un loser, oh là là, mais je l'aime toujours. Mais en même temps, il a fait tellement de conneries. En plus, au-delà de ça, c'est même pas je suis un loser, c'est genre, moi ce qui m'a vraiment dérangé dans ces scènes, c'est elle m'a piégée en parlant de sa nana. Alors, on va voir dans la suite du film que on peut comprendre aussi pourquoi il pense ça, mais il y a un truc vraiment de comme si c'était pas sa faute, quoi. Comme s'il y avait un truc de oui, ça m'est tombé dessus, et en vrai la vie, mais après ça va évoluer tout au long du film, et on va apprendre aussi à mieux connaître ces personnages et à mieux comprendre leur histoire et leur toxicité, parce que moi j'avoue, ça me gêne pas tant que ça, dans le sens où il est, je trouve, ouin et insupportable sur pas mal d'aspects, et assez peu c'est un peu difficile de le trouver très sympathique, mais j'ai pas l'impression que le film le dépeint comme un mec bien, et qu'au contraire c'est quelqu'un qui est pas fait pour être apprécié, quoi. Non, il n'y a pas une glorification, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Love, c'est que tous les personnages ont leurs défauts, et il a merdé, on va te montrer comment il a merdé, on va te montrer comment il s'est comporté, il va avoir des paroles que moi je trouve aussi problématiques dans le couple, pas du fait de les avoir dit, mais juste, c'était pas une bonne relation, et lui, il l'alimentait pas de la bonne manière, et on va pas hésiter à te le montrer de manière très frontale et très honnête, et ça j'aime bien. Mais même dans les jeux d'ambiance, parce qu'on va toujours retrouver cette chambre, et t'as cette chambre dans le présent où elle est rangée, elle est toute blanche, elle est vraiment
petit bobo parisien comme pas possible, et vous allez jumper dans des flashbacks, vous allez retrouver cette chambre plongée dans une lumière rouge avec des affiches de cinéma partout. Non mais il y a même Salo de Pasolini, j'ai fait mais on arrive à quel niveau? J'ai vu un film X aussi, il y a des affiches de film X, t'as des affiches dans tous les sens. Apparemment c'est les films préférés de Gaspard Noé. C'est une anecdote. Ouais, j'ai vu ça. Mais... Trop de méta d'ailleurs dans ce film, on en reviendra plus tard, mais oui. Après il y a même l'hôtel de Enter the Void en maquette à côté de Charlie, tu fais oui, et puis surtout genre ton fils s'appelle Gaspard, l'ex de ta meuf s'appelle Noé, Murphy, c'était le nom de famille, je crois, de sa mère. Enfin bon, tu fais, ça va, genre, c'est possible. Peut-être que tu peux faire un effort d'imagination pour trouver d'autres noms, mais il y a un truc quand même qui est très auto-centré, quoi. Enfin... Surtout que du coup, moi, ça m'a un peu piégée parce que je me suis dit, alors c'est forcément autobiographique en fait. Si t'en es à ce niveau-là de mettre ton nom partout dans tous les personnages du film. On n'a pas dit que le personnage principal voulait être réalisateur. Oui, donc, et son film préféré c'est 2001, comme Gaspard Noé. Enfin, du coup, moi, je me suis vraiment dit, ok, c'est autobio, pourquoi pas. Bon, c'est un gros connard Gaspard Noé dans ces cas-là, mais au final je crois que c'est pas tout à fait autobiographique. Il y a des sentiments qu'il a ressentis, tout ça, mais enfin je veux dire c'est pas ce qu'il a vécu lui avec cette histoire d'amour, donc moi du coup ça m'a un petit peu sorti de tous ces aspects, voilà, tous ces trucs très on te rappelle que c'est un mec qui aime le cinéma, qui aime tel film, enfin que c'est Gaspard Noé, quoi. C'est quand même un grand cinéaste, mais parfois j'ai l'impression qu'il a un peu des tropes d'étudiants en cinéma qui font des courts-métrages et qui du coup arrêtent pas de mettre les trucs qu'ils aiment partout, et du coup je fais non mais mec, t'es pas obligé quand même, enfin je veux dire ça va, tu peux te reposer un peu sur tes acquis parce que tu filmes quand même bien, on a compris que t'aimais le cinéma, hein, t'as pas besoin de mettre des affiches partout. Hein. En fait moi ça m'a fait marrer, alors anecdote personnelle, eh bien il se trouve que je suis sortie pendant quelques années avec un étudiant d'Afémis, et quand j'ai vu ce personnage de Murphy, ses intentions, parce qu'on va le voir jeune étudiant et tout ça à l'époque avec la chambre, j'ai fait putain j'ai l'impression de voir mon ex. C'est atroce. Hello. Non, je ne te salue pas. Je ne sais pas ce que tu deviens. J'espère quand même que tu vas bien parce que voilà, quand même, ça m'intéresse des choses. Mais bah, écoute, je pense que j'aurais su si tu étais devenu un grand réalisateur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, si on revient en tout cas dans le film, on a déjà un premier flashback parce qu'on va beaucoup fonctionner avec des flashbacks où on voit Murphy plutôt qui essaye de joindre, enfin qui appelle la mère d'Electra pour lui dire voilà, est-ce que je pourrais lui parler, gna gna gna. Et la mère d'Electra qui dit non, tu restes en dehors de la vie de ma fille, tu l'as détruite, tu lui as fait beaucoup de mal. Donc on comprend à partir de ce postulat-là que bah, ça a tourné chocolat entre eux. On ne sait pas encore pourquoi. On comprend surtout que je pense que c'est à ce moment où elle lui dit que c'est de sa faute en fait. Si sa fille elle est comme ça, elle le hait vraiment, cette conversation téléphonique, elle est ultra violente, mais parce qu'on comprend que, en tout cas, elle est en train d'essayer de protéger sa fille de ce mec qui semblerait être toxique. Lui avoir fait du mal, et ça va se confirmer après. On a un retour dans le temps présent où on va d'abord se focaliser un tout petit peu plus sur Gaspard, donc le fils de Murphy, avec ce dialogue. Ah non, j'allais dire c'est à ce moment-là qu'il écoute le message de Nora, donc de la mère d'Electra en entier, mais du coup tu as déjà dit que en fait on sait qu'Electra avait des tendances suicidaires et que possiblement elle s'est peut-être suicidée vu que ça fait 3 mois qu'elle a pas de nouvelles d'elle. Et du coup on a vraiment ce focus sur le fils avec Murphy qui dit, en parlant de sa femme, j'espère qu'elle ne le rendra pas gay. J'ai fait ouais, c'est un peu gratos. Ouais, voilà, il y a des choses parfois où j'accepte que le personnage soit ouin, mais ça justifie pas tout. Et on se rend compte qu'en fait, le point de rupture entre la relation, ça a été dans un nouveau flashback, une scène de sexe entre Murphy et Omi, qui est sa femme. Et ils font l'amour et, catastrophe, le préservatif craque. Et on devine très bien que c'est ce qui a entraîné non seulement la naissance de cet enfant, mais également qui a précipité la séparation entre Electra et Murphy. Et puis c'est la première version de cette scène qu'on reverra d'autres angles plus tard dans le film, pour le coup. Mais il y a quelque chose de très factuel, en tout cas dans la façon dont on nous le présente là. Et on a la conversation en plus avec Electra, qui en gros, où il lui annonce que Omi est enceinte. Ouais. Et elle a cette réplique que je trouve très, très bien, qu'elle dit de qui, quoi. Enfin, et qui insiste en disant c'est trop bien, de qui. Ouais, de qui. Et grand silence. Drôle, non mais de qui. Et tu fais. Et quand elle comprend, ah mais ça fait. Elle hurle et elle se casse. T'imagines. Mais en fait, peut-être que je vous demanderai comment vous avez pris la temporalité aussi du film, parce que je comprends pas exactement, vu la relation tumultueuse qu'il y a eu entre les deux, comment est-ce que ça s'est construit, à quel moment ça intervient en fait dans leur relation, ce point de rupture où finalement ça a été. J'ai l'impression que ça a été le moment où ils se sont séparés, mais vu tout ce qu'on va voir après dans le film, pour moi le film ensemble, quoi. C'est vrai que la chronologie elle est vachement éclatée. Mais du début à la fin on revient de plus en plus dans le passé, on revient plus loin dans le passé, donc pour moi ça c'est la dernière rupture. Il y a un petit côté Eternal Sunshine du cul, on peut le dire dans ce film pour le coup, avec la remontée des souvenirs, qui est quand même intéressant, mais
qui est aussi un parti pris d'irréversible, dans la chronologie, dans la temporalité, et qui crée aussi un espèce de suspense, d'enjeu de qu'est-ce qui c'est. Parce que, en fait, là, on a directement le motif de la rupture. Donc, au-delà de ça, on se dit, alors qu'est-ce qu'on va nous montrer d'autre au-delà de ça, etc. Et je trouve que c'est plutôt intéressant la façon dont il distribue ces scènes et dont, en fait, tu dis, putain, c'est hyper violent, ton mec, il t'annonce qu'il a mis enceinte une autre meuf et tout. Mais alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Ah bah oui, là, c'est que le début. C'est même quoi. limite le moins pire de tout ce qui peut se passer. Mais suite à quoi, à cette annonce, on voit que Murphy a quand même bien forcé pour essayer d'aller parler à Elektra suite à cette annonce, en allant l'emmerder en boîte de nuit, en allant chouiner devant sa porte. Devant sa porte. Et puis surtout, je pense que ce Murphy a un petit problème de gestion de la colère. C'est-à-dire qu'il est quand même très... Et il est hyper agressif. Il est vraiment... on sent qu'à tout moment, il peut casser des gueules, il peut... il menace de la tuer. Il la traite de salope, de pétasse, il menace de la tuer. Il a vraiment... c'est un personnage pas très attachant. Et tout le monde essaie aussi de protéger Elektra. On voit même que ses potes, notamment il y a une scène de boîte de nuit où il veut à tout prix parler à Elektra et tout le monde lui dit de se calmer et que non, c'est pas le moment, calme-toi. Et au final, il force et il va jusqu'au bout des choses. Mais on comprend à travers tous ces passages-là qu'il y a quand même un amour un peu excessif et qui n'est pas sain du tout, mais il est quand même extrêmement amoureux d'Elektra. Et même elle, la manière, l'actrice dont elle gueule, enfin vraiment, ça va être les plus grosses scènes de colère d'Aomi. Et franchement, je trouve, elle est assez... c'est déchirant, enfin les moments où elle est devant la porte, elle lui dit mais casse-toi, enfin mais vraiment je trouve ça déchirant. Mais franchement pour ça met mal mon perso. Pour un film où il y a beaucoup d'improvisation, je sais qu'il y a eu des critiques sur le jeu d'acteur en disant notamment que ça jouait un peu à la Hélène et les garçons. Moi je trouve qu'il joue plutôt bien. Hein. Ouais, mais ça m'a pas trop choqué non plus en termes de jeu. Je trouve que les scènes elles sont tellement. Après il y a un degré d'intensité où à un moment, moi j'avoue que c'était plus la longueur que le jeu des acteurs où au bout d'un moment je n'en peux plus de ces gens, j'ai envie qu'ils sortent de mon salon, allez-vous-en. Mais il y a un truc quand même d'intensité et de véracité de jeu aussi qui fonctionne. Enfin, moi, je suis assez convaincue. Et le duo fonctionne bien aussi. Le duo fonctionne super bien. On remonte encore un petit peu dans le temps, à une époque où Murphy et Elektra, ça se passe très bien entre eux. On a une nouvelle scène de sexe avec Elektra qui dit « Montre-moi à quel point tu peux être tendre ». Et des très jolies scènes de sexe. Très très belles, franchement. Oui. D'ailleurs, je reviens juste un tout petit peu avant où on apprend aussi qu'il y a pas mal de drogue dans leur couple. Alors, notamment on apprend qu'il y a pas mal de drogue et surtout on apprend que tout cette espèce de voyage dans la mémoire il est aussi déclenché par une prise d'opium. Hein, oui, c'est vrai, t'as raison. Qu'Elektra a donné à Murphy et en gros pour lui dire quand je serai pas là, je serai encore un peu avec toi. Donc tout à partir de ce moment-là d'ailleurs, à partir de ce flashback de sexe tendre entre guillemets, ce n'est que la prise d'opium et la plongée du personnage dans ses propres souvenirs et dans son histoire, dans les souvenirs de son histoire d'amour et de... Voilà. Mais il y a beaucoup de flash, enfin, on joue aussi sur qu'est-ce que le trip au cinéma. Enfin, moi, je trouve qu'au-delà d'être un film sur l'amour le sexe, etc., c'est quand même un film sur la drogue. Enfin, c'est très, 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 très présent, que ça soit dans leur histoire d'amour, mais aussi dans le traitement des personnages, de l'image. Enfin, tous les comportements sont aussi, sont aussi changeants selon les drogues qu'ils prennent, selon les moments où ils en sont, selon le manque qu'ils ont. Et leur toxicité en dépend beaucoup aussi, quoi. C'est l'avant-climax. Je dis ça, je dis rien. Mais Climax, c'est un film qui le montre très bien. Je vous le recommande encore une fois. Mais en revenant dans le temps, on les retrouve dans cet appartement où ça a l'air de bien se passer, coule de jolis jours, tout se passe très très bien. Et ils parlent un petit peu de leur fantasme, où ils se disent, voilà, moi, ce que j'aimerais comme fantasme, c'est faire l'amour avec toi et une troisième fille, une blonde, une jolie. Et justement, qui c'est qui vient de s'installer à côté de chez eux ? Une jeune fille de 17 ans, je le note quand même, très belle, très blonde. Qui s'appelle Omi. Exactement, et qui sera la fameuse Omi, finalement, avec qui Murphy va se retrouver, entre guillemets, piégé avec un enfant. Mais c'est cette fameuse Omi avec qui il va se passer des choses, il va y avoir une proximité, et finalement, il va y avoir plan à 3. Et quel plan à 3 ? Mais alors moi, ça, par contre, j'avais complètement oublié que c'était la voisine, mais éclat de rire, quoi. Enfin, je fais, non, mais c'est pas possible. C'est pas genre, bonjour, voisine. Enfin, je veux dire, si j'avais voulu faire une parodie d'un film porno sans en avoir vu, je pense que c'est exactement ce que j'aurais fait. En plus, qu'il y a une étudiante étrangère qui vient d'un pays un peu de l'Est et tout, petite blonde... Oh, tu es la fenêtre en face de chez nous. Nous pouvons tout voir de notre fenêtre. Tu fais vraiment genre, non mais gars, tu dis tout de notre gueule. Moi, je suis sûre que c'est assumé. Enfin, connaissant un peu le personnage par les interviews de Gaspard Noé,
je suis sûre qu'il y a un truc où en fait c'est un petit fantasme. Non mais ça l'amuse aussi, je pense, de jouer sur ces codes-là, quoi. Enfin, c'est pas possible que ce soit pas le cas, quoi. Tout comme il joue, je trouve, on va en voir à la fin du film, mais sur cette première rencontre entre Electra et Murphy, où ça tourne vraiment au film cucu d'amour, rencontre. Moi, je trouve qu'il y a un côté très genré, très assumé dans toutes les parties de leur relation, où tu vas être d'un côté, peut-être c'est la partie la plus porno en fait qu'on a de la relation, ça va être maintenant avec ce plan à 3. Ensuite, on aura la partie plus cucu, la partie plus destroy, un peu de genre. Je trouve que voilà, c'est assumé dans plein de genres différents en fait, cette histoire d'amour. Mais ce plan à 3, moi je l'ai vraiment trouvé très très beau, hein, franchement. En fait, la plupart des scènes de sexe sont filmées avec une caméra top shot, où on est vraiment, la caméra est au-dessus du lit. Le lit est vraiment dépourvu de décor autour, c'est-à-dire que tout autour c'est noir, il n'y a que le lit qui est éclairé, donc on peut se concentrer uniquement sur les corps dans ce lit. Et moi j'ai trouvé que c'était très joli, c'était pas vulgaire, les corps étaient vraiment, je sais pas, il y a une manière de disposer les corps, alors je sais pas si ça c'est de l'impro par exemple, mais j'ai l'impression que chaque position de chaque personne est très bien réfléchie pour que déjà tout le lit soit occupé, qu'il y ait toujours quelque chose à regarder. Et après j'ai trouvé que c'était une scène où il y avait quand même, en fait je trouve dans ces scènes de sexe il y a beaucoup de douceur. Alors, il y a des scènes de sexe un peu plus hard, mais majoritairement, je trouve que c'est plutôt doux. Non, mais tu ne crois pas si bien dire, parce que justement, c'est ce que Gaspard Noé a parlé un petit peu du tournage de Love et comment il avait tourné ces scènes de sexe. Et ce qu'il donnait comme seule indication aux acteurs, c'était de se mettre dans une certaine position dans laquelle il fallait s'en tenir et qu'ensuite, c'était surtout de l'improvisation. Il disait, je leur donnais comment se positionner par rapport à la caméra et par rapport à mon cadre. Ensuite, ils improvisaient. Ouais, mais il a quand même un talent pour esthétiser les choses, quoi, parce que, enfin, pour la mise en scène, je trouve, parce que c'est vraiment beau. Ouais, non, mais le plan A3 avec le fameux baiser à 3 langues qui sera bien accentué sur les affiches du film, que vous ne verrez jamais tel quel. En fait, l'affiche du film, c'était 3 bouches avec des langues qui se mélangeaient, un peu de bave. Mais il me semble qu'il y a eu plein d'affiches, parce que moi j'ai des souvenirs, parce que pour le coup, elles n'ont peut-être pas été toutes utilisées pour le grand public, mais moi, quand j'étais à Cannes, je me souviens aussi d'une affiche avec une culotte, il me semble... très, très humide et en plan du dessous, il me semble que c'était pour ce film-là. Il y a ça, il y avait aussi un pénis qui cache un téton. Ouais. Et t'avais, je crois, celle qui a été un peu plus grand public, c'est Murphy dans sa douche ouais. Avec Electra qui se serre dans la baignoire, enfin un truc pipou, quoi, finalement, le truc le plus pipou de tous. Ouais, avec une couleur rouge bien déprimante, c'est le plan final. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais le plan des langues, je crois que c'était celui qu'on avait plus vu. Je crois que c'est celui de l'affiche qui a été accepté, surtout parce que pour le coup, il y en a qui n'ont pas été du tout, dont celle avec le pénis en érection, ça n'est pas passé. Surprenamment, on l'a pas vu dans les métros parisiens. Mais je le trouve bien approprié, moi, l'affiche avec les langues. Oui, ça marche bien. Je trouve que ça résume bien quand même. C'est ça. Je trouve que c'est trop hard en montant. Enfin, c'est assez explicite, sans trop en monter, sans être hard, et en même temps, tu dis, bah, ça fait un peu chaud, quoi. Ouais, quand même. Je trouve ça pas mal. On revient rapidement dans le temps. Moi, j'ai noté qu'on retournait vite fait dans un temps présent avec Murphy qui laisse un message à la mère d'Electra en se disant que c'est un gros loser. Oui, mais au moins, j'aime bien parce que dans sa tête, donc, où on entend sa voix, il assume n'être qu'un connard. Au final, il dit non, c'est quoi ? C'est un nul, un raté, juste une bite. Et une bite n'a qu'une mission, baiser. Voilà. Et il ne pouvait pas résister, il fallait qu'il y retourne. Et on a bien compris de qui il parlait quand il fallait qu'il y retourne, quoi. Ah oui, parce qu'il est retourné. Nous aussi, on retourne dans un flashback. Ouais. Et on se rend compte qu'un week-end, pendant qu'Electra était partie faire une exposition, parce qu'Electra est une artiste peintre, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Écoutez, entre Omi et Murphy, ça s'est fait, et ils ont recouché ensemble, et ça a été le fameux week-end où le préservatif a craqué. Complètement, et puis pour le coup, il y a vraiment ce truc un peu pas de lâche, mais c'est le moment où on comprend que... Bon, il a beau être très amoureux d'Electra, il est quand même très amoureux de lui-même aussi, et que, il y a ce truc de... il y va, quoi. Alors après, ce qui est bien fait, je trouve, c'est qu'il y a un vrai équilibre dans leur relation où... on va comprendre que de son côté, il y a aussi eu de la tromperie, il y a aussi eu... du côté d'Electra, je veux dire. Mais, en tout cas, cette scène d'un peu d'Hélène et les garçons, c'est vrai, où ils s'aperçoivent d'une fenêtre à l'autre, il y a ce truc un peu où tu fais... Ah oui, je sais où ça va, je connais, je vois. Mais on a loupé un truc, on a loupé la conversation pro-life. Oui, bah oui. Ah oui, alors la conversation au restaurant. Pourquoi Omi veut garder cet enfant alors qu'elle n'a que 17 ans et qu'elle vient d'arriver à Paris ? Parce que juste avant le plan A3, ils vont dîner ensemble. Et en plus, on a
aucun autre contexte, aucun autre sujet de discussion qui est dans ce plan. T'as juste t'as l'impression que la première fois qu'ils se parlent, c'est alors t'es pour ou contre l'avortement? Oui, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Avec elle qui dit bah écoutez, bah moi je suis contre parce que je suis une enfant, voilà, ma mère m'a gardée, donc voilà, j'ai été sauvée, gna gna gna. Enfin, ouais, mais surtout faut se rappeler c'est un personnage qui est très jeune aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Pour le coup, moi c'est ça que je trouve un peu aussi qui fonctionne, c'est qu'il y a ce truc elle a l'impression d'avoir un peu tout compris à la vie, mais en même temps comme une jeune fille aussi qui débarque et qui a envie de tester des trucs, et elle le dit très bien, elle est pas contre la drogue, elle est pas contre le sexe, elle est juste contre l'avortement, c'est tout. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un argumentaire qui s'entend. Oui, non mais voilà. Pas sur l'avortement, je veux dire... Elle a une raison. Oui, une raison non, mais je veux dire... Je trouve compris, qu'elle a... non, bien sûr. Il est sympa ce podcast. Podcast de la libération de la femme. non, mais c'est vrai que dans le sens où... en fait, plus dans la manière dont tu dis, c'est que on dirait qu'elle sait tout, alors qu'en vrai... Oui, elle vient de commencer. Elle débarque, quoi. Elle commence sa vie, au final. Donc, mais je trouve que, c'est un discours qui... Je m'enfonce. Non, mais en tout cas, on peut comprendre pourquoi le personnage pense ça à ce moment-là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle est jeune, elle a une justification qui paraît logique par rapport à son vécu et à son existence apparemment. Donc voilà, on accepte. Hein. Je pense qu'à 17 ans, on avait tous des pensées un petit peu... Voilà, moi je me disais, les gens avec des tatouages, jamais. Bah voilà, regarde-moi aujourd'hui. Voilà. Alors il y a moins d'enjeux sur les tatouages que sur l'avortement. Non, mais je sais pas si tu sais, mais ça reste à vie. Hein. Ça s'en va pas. Hein. Ça s'efface pas. Je sais. Toujours cette excuse incroyable. Eh bien écoutez, on revient très rapidement dans le temps présent où Murphy regarde des photos d'Electra un petit peu shootées. Je crois qu'il est sous opium là encore. Bon, là, de toute façon, je pense que tout le film est sous opium. Quand on repasse dans le présent, jusqu'à la douche, il est encore un peu en descente. Oui. Et c'est ce cachet qui le replonge un peu comme un truc de voyage dans le temps. Mais je les trouve bien ces photos qui regardent dans son espèce C'est quoi cet appareil Parce que en fait, il ouvre comme une cassette et vous avez une sorte de loupe où il regarde des photos, mais des photos taille normale. Je fais pourquoi utiliser une loupe? Je sais pas si je suis passée à côté d'un truc technique, mais j'ai pas compris cet appareil. Probablement l'appareil préféré de Gaspard Noé, puisqu'il y a tous ses films préférés sur les murs. Donc ça m'a pensé. Vous avez eu dans les années 90-2000 les petites lunettes rouges où tu mets un petit disque, tu regardes dans les lunettes et tu fais sur un petit truc à côté, tu vois plein de disquettes, souvent pour raconter des Disney. Ça m'a fait penser à ça. Mais c'est le Disney du cul, quoi. Oui, avec Electra dedans à poil. Ouais, c'est ça, mais qui est très belle. Et un drapeau de la France. Oui, on a le début de l'obsession des drapeaux tricolores qu'il y avait eu aussi dans Climax, où j'ai jamais compris. Est-ce que c'est de se revendiquer nous aussi, la France, on fait des bons films. Oh oui, baguette. Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire qu'il va appeler une galerie d'art, il va appeler un galeriste qu'on découvrira plus tard. Pour le moment, on ne sait pas encore trop qui c'est. Pour essayer de demander des nouvelles. Je sais pas s'il est encore au téléphone, mais dans tous les cas, il a pas de nouvelles et il répète en boucle, putain, j'aimais Electra, je l'aimais, c'était la femme de ma vie, j'aurais voulu avoir un enfant avec elle, je l'aime. Il fait ouin ouin, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est le moment où... Enfin non, j'allais dire c'est le moment où il commence à m'agacer, mais il m'agace depuis un petit moment, donc c'est... Mais bon, en tout cas, on comprend qu'il a une espèce d'obsession aussi et une inquiétude réelle pour ce qui est en train de lui arriver et on n'a pas dit, mais sa meuf, elle est partie entre-temps avec leur fils en disant règle tes problèmes. Occupe-toi du passé, moi je vais m'occuper du futur. Et elle est partie de l'appartement. Voilà, elle a mic drop et elle est partie. Elle a un peu raison, mais tu sais, c'est toujours ce genre de phrase très cinématographique. Tu te dis, putain, quand tu t'es engueulé avec quelqu'un, tu dis, putain, j'aurais dû lui dire ça. Je veux avoir cette répartie, je la trouve splendide. Est-ce qu'on arrive à la balade au but de Chaumont ? Oui. Petite balade au but de Chaumont en amoureux avec Electra et Murphy. Donc là, on est revenu encore plus en avant dans le passé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore passé la rupture, il ne s'est pas encore passé le plan A3. On en sait un petit peu plus sur Murphy, qui veut être réalisateur, qu'il adore 2001 et qui veut faire des films avec du sang et du sperme parce que c'est la vie. Ouais, j'ai mis, putain, il est sûrement à la Fémis. C'est marqué dans mes notes. Mais ouais, il se voit. Ils parlent déjà très tôt d'avoir des enfants ensemble. Oui. Ils parlent très tôt d'un désir d'enfant qu'ils ont tous les deux. Alors elle en veut 7. Je dis, bon, clairement... Fais-en un, ensuite on en parle. Ouais, non, mais c'est assez amusant et c'est assez joli. Et je sais pas si c'est à ce moment, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de scènes qui se ressemblent quand même dans ce film, mais où il commence à parler des prénoms, mais c'est peut-être après. Et où, en gros, moi, ça m'a... Par exemple, on est tous choqués par des choses très différentes, mais moi, genre, le fait qu'il ait cette discussion sur les prénoms avec elle et que dans la scène d'après, il décide d'appeler sa cut et il décide d'appeler son fils par les prénoms dont il a parlé avec elle, j'étais vraiment genre... Quel fils de pute. Il y a rien qui va chez lui. Genre, il est loin, en fait. Ouais.
Ouais, mais c'est pas quelqu'un avec qui on a envie d'être. Mais c'est aussi un personnage qui est un peu lâche parce que vu qu'on est dans sa tête, on comprend qu'il est agacé, qu'il est piégé, etc. Mais jamais frontalement il confronte ou en tout cas il y a pas de scène où on le voit ni se disputer avec Omi ni en tout cas en parler ou il esquive, il est toujours dans l'esquive à chaque fois et la scène justement où il est sur le lit avec elle et où il lui donne le prénom de l'enfant, il y a un truc genre en fait tu l'as complètement embrassé cette situation. Oui, c'est ça. Elle est très douce cette scène, elle est très oui, quand elle est à quelques mois de grossesse, qui lui caresse le ventre et qui dit on l'appellera Gaspard, c'est ça? Je pense que c'est parce que en fait il avait plus Electra dans sa vie à ce moment-là et qu'il s'est retrouvé dans la position de c'est quelque chose qu'il a toujours voulu, il se retrouve avec une meuf qu'il aimait bien, enfin il avait l'air de bien l'aimer en tout cas dans les flashbacks qu'on avait vus et il semblait embrasser cette situation parce qu'il disait qu'il n'avait pas Electra et qu'il n'avait pas le choix. En fait il n'avait pas d'autre choix, c'était soit cette situation il était lâche et s'en allait, soit il voulait cette finalité qu'il voulait de toute façon avec une autre femme et qui lui convenait. Donc je pense que c'est beaucoup de déni et il se prend ce déni dans la gueule là maintenant aujourd'hui avec cet appel. Tout ça pour dire, ils vont dans une galerie et j'ai marqué en énorme putain, il y a Gaspard Noé et je savais pas qu'il était dans le film. Donc voilà, avec une perruque. Avec une belle perruque. Avec une belle alors là, moumoute. tu dis ça, c'est la bonne idée, mec. Vraiment, tu t'es bien mis en valeur. Du coup, Gaspard Noé ne joue personne d'autre que l'ex d'Electra, avec qui ils ont l'air toujours de très très, très proches, en tout cas. Tous les deux, on voit qu'il y a une complicité qui rend Murphy un petit peu jaloux quand même. Oui, après, c'est des personnages qui sont très différents. Pour le coup, Noé et Murphy, il y a un truc assez malin qui est joué sur le fait qu'ils rivalisent pas du tout sur les mêmes sujets, sur les mêmes choses. Et puis, elle c'est son galeriste. Donc, forcément, elle a toujours des contacts avec lui. Il la présente à d'autres gens, etc. Donc, il y a quelque chose qui s'insinue aussi dans la confiance que Murphy peut porter à Electra à travers cette relation qui, lui, le menace. Puisqu'en face de lui, il a quelqu'un qui a plein de choses que lui n'a pas. Qui est plus âgé aussi. Il est beaucoup plus âgé que Murphy. Il est carrément jaloux aussi, notre Murphy, parce que justement, comme tu disais, Noé va emmener Electra pour rencontrer des gens. Lui, il se retrouve tout seul, donc on a un nouveau caractère de ce personnage qui était déjà peu appréciable, qui est extrêmement jaloux, alors que clairement, il s'est pour l'instant, a priori, rien passé. J'ai noté ensuite nouvelle scène de cul. Ouais, ils font. Moi, je l'ai noté souvent. Scène de cul. Vraiment, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes notes. Je n'ai pas plus détaillé que ça, donc ça devait être une scène de cul un peu lambda. Ils font des photos de nus, ils baisent, ils se filment, ils baisent. On a le drapeau tricolore qui arrive avec Electra qui le brandit nu derrière elle. Voilà. Moi, j'ai vraiment mes notes, c'est encore une scène de sexe ou jolie scène de discussion et de balade. Très beau fond, très beau fond de papier peint au restaurant. Et voilà, je pense que c'est vraiment les trois axes de mes notes, mais. C'est vrai que du coup, ça, c'est dans un flashback qu'on va voir après où Murphy va rencontrer Nora, la mère d'Electra. Nora qui est pas hyper enchantée de rencontrer le nouveau mec de sa meuf. Nora qui a un sixième sens de maman quand même, je pense, plutôt affûté vu qu'elle a vu de la cocaïne chez sa fille avant de venir au resto et qu'elle sait très bien qu'elle en prenait pas avant de rencontrer ce mec et que clairement, c'est pas la meilleure influence de la Terre. C'est ça. Et du coup, on rentre dans la partie drogue du film, la fameuse partie drogue. Très bien. C'est le moment où ça switch, il y a plus de jolies balades et scènes dans les jardins, c'est vraiment genre... Là, c'est extra, coke, ayahuasca. Putain, l'ayahuasca, je me suis dit, mais il faut pas faire ça en forêt, normalement, avec des gens qui te drive et tout. Parce que moi, de ce que j'en ai entendu, c'est pas trop le truc que tu fais en soirée à Paris, quoi. C'est quoi ce truc? Alors, j'ai une petite connaissance drogue, mais ça, je connais de nom, mais qu'est-ce que c'est? L'ayahuasca? Ouais. Alors moi je connais pas très bien, mais je connais des gens qui sont partis pour je sais pas si un voyage spirituel. Ne faites pas ça, je pense. Enfin, ou faites-le en connaissance de cause, mais faites-le bien encadré, à mon avis, si vous le faites. Mais je crois que ça te plonge dans un état particulier, pas forcément très très agréable, mais où t'es en méga introspection de ouf. Enfin, moi, les gens qui m'ont raconté ça m'ont dit qu'ils étaient partis, c'était isolé, ils avaient écrit dans des carnets dans la forêt pendant 2 jours. Enfin, genre vraiment, ça m'a terrorisée. Mais ça leur a plu. Mais c'est quoi? C'est des tripes en fait? Ça te met dans je crois que tu dois vraiment. Je prends, t'ingères quand même quelque chose où tu respires un truc mais t'es dans un état où. Je veux pas dire de bêtises et j'y connais vraiment rien, donc je préfère mettre un bon warning sur là-dessus. Je ne sais pas. Voilà. Mais la drogue, Google est votre ami. si en tout cas si vous avez la curiosité de savoir ce que c'est, peut-être je suis pas la meilleure personne. Parce que là, dans ce film, ils font cette séance d'ayahuasca, ils sont quand même un tout petit peu entourés, mais j'ai l'impression qu'après l'ayahuasca, ça enchaîne direct avec une soirée où ils sont encore un peu défoncés, non? Ah, mais il a la tête dans une bassine, donc je pense qu'il est vraiment au bout de sa life, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça que moi ça m'a étonnée, parce que pour moi l'ayahuasca c'est vraiment un truc que tu prends très
comment dire, très, très balisé, très entouré, dans un cadre particulier. Je pense que tu dois même faire des voyages pour le faire. Et je pensais. Après, une fois de plus, moi qui regarde pas de porno, mais qui prend zéro drogue, je pense que vraiment, je suis la personne la moins bien placée pour expliquer ce moi genre non de plus, scène. Globalement, moi, la drogue me fait peur. Donc, Ne vous droguez pas, ce sera le message préventif de ce podcast. Tout ça pour dire qu'on part dans une petite soirée parisienne, somme toute sympathique, du 18e arrondissement parisien sans doute, où on voit Murphy qui parle un petit peu de son rêve de réaliser des films sentimentaux avec du sexe. J'ai fait « Ouah, c'est trop méta !» Franchement, ça m'a trop saoulée. Ce côté genre, moi mon rêve c'est de réaliser un film où on filme l'amour et on verra des gens faire l'amour. J'étais genre, non s'il vous plaît, c'est bon, on a compris, c'est ce film là en fait. Ça m'a saoulée. Disons, il y a un gros sous-texte dans ce film, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça dans mes notes, il y a super jolis dialogues sur les raisons qui vont sans doute pousser Noé à réaliser ce film. Bah oui mais Jade, mais pourquoi t'as marqué ça ? C'est ridicule, c'est en lettres de feu sur ce film. Et par contre, je me permets de vous dire qu'on a quand même sauté une scène qui est, en termes cinématographiques, plutôt importante, puisqu'on a un plan à l'intérieur du vagin d'Omi avec la pénétration d'un... Alors, je vous rappelle que ce film était projeté en 3D. Donc vraiment, t'étais très content à ce moment-là. Et avec le craquage de capote. Oui, c'est ça, t'as raison. Mais c'était vite fait, c'était pendant le trip. Il me semble que c'est pendant le trip. Ouais, c'est pendant le trip. Mais du coup, j'ai fait « Ah oui, j'ai oublié ça. Ah oui, très bien. » Ah, j'avais pas capté qu'il y avait le craquage de capote en direct. C'est pour ça que je dis que cette scène, on la revoit de plein d'angles différents. Ah oui, c'est ça. Voilà. D'angles. Et il y a la soirée, c'est le moment où il y a la soirée avec la comédienne. Ouais, c'est ça, avec Paula, c'est ça. Et où ils partent tous les deux dans les toilettes de la soirée parce que lui, il pense qu'il va aller taper de la coke avec elle. Faux. Sauf que, elle a d'autres intentions. Elle a d'autres intentions, effectivement. Et lui, il résiste pas très longtemps, hein, ça va. Non, il y va. Et du coup, on voit pas cette scène de sexe, il me semble, dans les toilettes. Si, on la voit quand même. C'est juste elle est à cheval sur la baignoire. Oui, elle est très pratique. Je me suis noté ça, j'ai fait « Oh !» C'est une astuce très intéressante. Encore une raison de vouloir une baignoire. moi, j'avoue, si je veux des baignoires, c'est surtout pour prendre des bains et je regrette de ne pas avoir ça dans mon appartement. Mais en l'occurrence, oui. Et on entend quelqu'un qui tape à la porte très violemment. Et on se doute qu'effectivement, c'est Electra. Mais c'est quand même assez sonore ce qui est en train de se passer. Donc, on sait que c'est dead. Et puis, forcément... Electra, elle l'a cramé, quoi. Elle n'est pas con. Donc, il s'engueule très, très, très fort. Et c'est le moment où elle lui dit... qu'elle l'a trompé la semaine d'avant avec Noé, quoi, avec son ex. Gaspard Noé. Avec une perruque. Et là, c'est vraiment le moment trauma de ce film. Pour moi, c'est la dispute dans le taxi. Elle est incroyable. Ultra violente. Elle est incroyable. Alors, le chauffeur de taxi leur demande de se calmer, mais ça repart de plus belle. Mais ce qui se dit dans cette... Moi, c'est là où où je trouve ça fascinant parce que tu vois vraiment deux personnes ultra nocives l'une pour l'autre, enfermées dans une relation ultra toxique et où en fait à la fois tu te dis mais c'est horrible et en même temps tu comprends comment leur amour se nourrit de ça. Enfin aussi c'est atroce vraiment. Et moi c'est le moment où je dis non mais comment tu reviens d'une conversation comme ça dans une relation avec quelqu'un d'autre, enfin au-delà de revenir d'une tromperie, au-delà de revenir ça dépend les codes de ton couple ou quoi que ce soit, mais comment tu reviens d'une conversation comme ça et comment tu refais confiance à quelqu'un qui t'a balancé des trucs comme ça dans la gueule. C'est hardcore. Et lui, je trouve dans cette scène beaucoup plus dur qu'elle, dans ce qu'il raconte. Il l'insulte, il la traite de pute, de salope. Enfin, vraiment, c'est hyper violent. Alors qu'elle est plutôt dans le postulat qu'elle est triste, elle se sent pas bien et elle va même jusqu'à lui dire « Je veux une jolie famille avec quelqu'un qui croit que l'amour existe. » Et j'ai fait « Mais j'étais pas bien, j'ai chialé pendant cette scène. » J'ai fait « Elle est tellement dure, elle est tellement vraie. » Et je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment touchée. Et surtout, au moment où elle lui dit ça, il lui dit quand même qu'elle sera jamais une bonne mère. C'est ça. C'est d'une violence, où vraiment, mais moi c'est à ce moment-là où en fait je peux plus être avec le personnage masculin parce que pour moi il y a un truc qui se passe et qui me fait snapper, où je me dis non mais en fait je revois aussi des tropes de relations toxiques, aujourd'hui je pense que à l'époque je les voyais beaucoup moins en 2015 parce que on était moins forcément, on en parlait moins, on était moins informés et tout, mais aujourd'hui pour moi ça passe pas du tout, quoi. Enfin il y a un truc vraiment qui me fait prendre beaucoup de recul. Et c'est un film, j'ai remarqué, où on a plein de scènes où ils arrêtent pas de se promettre de se protéger contre les autres, mais ils arrêtent pas de se détruire eux-mêmes. C'est ça que je trouve très intéressant dans le film, pour le coup. C'est d'arriver à installer cette relation où ils ont toujours l'impression que les ennemis
sont à l'extérieur et qu'ils ont besoin de se protéger l'un l'autre, en tout cas des attaques extérieures que pourrait subir leur couple, alors qu'en fait, c'est eux en fait qui sont complètement, qui s'ennuient aussi de leur couple, qui n'arrivent pas à renouveler leurs désirs, ou en tout cas qui sont obligés de le twister aussi dans une certaine, je sais pas, il y a un truc moi que j'ai trouvé assez fascinant sur la dynamique en fait des personnages et sur l'histoire d'amour en tant que telle, quoi. Et est-ce que c'est pas ça en fait la tragédie de leur histoire d'amour, c'est avoir été persuadé que leur histoire d'amour était plus forte que tout et qu'ils se protégeraient de tout et qu'ils en ont carrément oublié de se protéger d'eux-mêmes en premier lieu, quoi. C'est ça. Moi c'est aussi, j'ai marqué exactement la même chose dans mes notes en disant c'est finalement via le prisme sexuel qu'ils se retrouvent, qu'ils vivent vraiment cet amour, qu'ils fantasment en fait. Ils fantasment une certaine forme d'amour comme ils fantasment une certaine sexualité, et il y a vraiment qu'à travers cette sexualité qu'on voit sous plein de facettes, sous plein de jours, avec d'autres personnes, plus ou moins violentes, en photo, plus ou moins érotisées, que finalement ils arrivent vraiment à vivre pleinement leur relation. Mais c'est vrai ce que tu dis sur le fantasme, pour le coup ça m'impacte encore plus là que tu le verbalises. C'est un film sur le fantasme de ce qu'est l'amour, sur le fantasme de ce qu'est le sexe. Ils n'arrêtent pas de parler de leurs fantasmes et de leurs envies, tant dans leurs expériences que en fait dans ce qu'ils s'imaginent être leur vie parfaite, les enfants, comment leur dynamique, que leur histoire est plus forte que tout. Il y a un truc... C'est ça, et dès qu'ils le vivent, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils s'imaginaient et que justement ça les met encore plus mal dans cette relation où ils étaient déjà bien, et que c'est se pousser à assouvir ces fantasmes qui peut-être devraient rester que des fantasmes qui les détruit petit à petit. Et ça va très bien se confirmer justement après, lors d'une grosse orgie. Mais avant, j'ai noté qu'on avait plusieurs scènes de sexe, alors de levrette, une fellation, puis le fameux cum shot. À 1h23. Ah là 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 là. Le gros plan d'une éjaculation en top shot sur le sexe de l'acteur principal. Donc voilà. Alors moi je l'ai pas vu en 3D. Toi tu l'as vu en 3D. Je l'ai vu en 3D. Alors, mais je ne l'ai pas vu en 4DX. Je suis très contente de ne pas l'avoir vu en 4DX. Non, mais en fait c'est un peu gadget, quoi. C'est gratuit, hein. Franchement c'est dommage parce que en fait ça parasite tout. En fait ce film est réduit à ce plan et c'est vrai qu'au final il sert pas à grand chose, quoi. Bah non. À justifier la 3D. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est vraiment Gaspard Noé qui s'amuse, quoi. Ouais. Qui se dit, si, on va faire ça. On l'a jamais fait, on va le faire. Ouais, voilà, je pense que ça n'a jamais été fait au cinéma, c'est jamais passé sur les salles d'une salle de cinéma. Vas-y, moi, je vais le faire. Puis 2015, c'était encore le moment où on pensait que la 3D avait de l'avenir. Donc je pense que... Non, mais en réalité, c'est ça aussi. C'est que dans un contexte de salle et d'équipement de salle, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de diffusion 3D qu'à l'époque. Enfin, on va voir avec Avatar qui va revenir, mais en l'occurrence, je pense qu'à l'époque, il y avait un vrai truc, parce que le film, il est tourné en 3D, au-delà d'être diffusé en 3D, parce qu'il y a de la 3D native. Enfin, bon, on va rentrer forcément dans des détails techniques, mais il y avait une vraie volonté aussi de faire de ce film un film en 3D, quoi. Oui. Mais est-ce que tu l'as ressenti autrement que pour ce cum shot, la 3D sur le reste du film ? La scène avec où t'as le point de vue à l'intérieur du vagin. Très meilleure scène. Non, je crois pas qu'il y ait trop d'autres scènes. Après, moi, je trouve qu'il a une cinématographie qui est ultra photographique. Parfois, t'as l'impression de voir des vrais clichés. Toutes les scènes où il y a des aplats, justement, des papiers peints derrière dans les restos, où ils sont de profil, la salle de bain. Du coup, c'est des choses qui peuvent marcher parce qu'il y a une notion de profondeur et de couche, mais c'est très très beau en 2D aussi, donc ça m'a pas manqué de pas le voir en 3D là, quoi. C'était pas nécessaire, autant se le dire. Non, je pense pas. Nouvelle soirée bobo parisienne où on comprend que c'est une sorte d'exposition artistique à laquelle Electra est invitée, dans laquelle est également invité Gaspard Noé, le galeriste, mais surtout où Murphy est présent et bien bourré comme un coin. Ouais, Murphy, alors je pense qu'il est pas que bourré en plus, je pense qu'il est vraiment sous substance et là c'est trop pour lui, il arrive pas à tenir et il a qu'une envie, c'est aller se taper avec Noé, donc l'ex d'Electra. Et c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'il lui éclate une bouteille sur la tête, si je me souviens bien. C'est ça. Je me souviens bien, je l'ai vu hier, donc oui, je me souviens plutôt bien. Mais en l'occurrence, ça part en sucette et direction police. Direction la police, où on a une espèce, ces fameux flashbacks où Murphy s'imagine Gaspard Noé en train de pécho Electra. Les scènes que j'ai fait. Ouais, moi j'étais un peu genre. C'est le moment où j'étais vraiment genre. En fait, là, on arrive à. Je trouve. Moi, j'aime bien ce film, mais je le trouve long. Je trouve 2 heures, plus de 2h10. 2h10.
C'est très très long. C'est très long, On ça arrive à la parle fin. beaucoup. Ouais, mais je veux arrive à la dire, fin, du quand coup, même. c'est à ce moment-là aussi où certaines scènes de sexe, certaines scènes où t'es un peu genre, bon, allez, On avance. arrive à la fin, mais là il reste 40 minutes, je pense encore de film. En Bah vrai, oui, moi je je pense que ça c'est d'expérience, les notes se réduisent au plus t'avances dans le Voilà, film. c'est ça. Mais il reste encore, à mon avis, une bonne timeline. Et là, je me dis, en plus à la police, c'est Vincent Maraval, je crois, qui joue c'est ça. qui joue le flic. Et je fais. Donc, il est le producteur du Oui, film. voilà. c'est ça. Et du coup, je suis vraiment genre, ah oui, bon bah c'est bien, la scène de la police, t'es bourré, oui, bah calme-toi, nanana. Et on enchaîne du coup sur cette scène de discussion sur les clubs échangistes. D'abord, il y a une réconciliation. Il essaie de coucher avec une autre meuf. Je vais un peu vite, mais parce que je trouve pas que ce soit les scènes les plus intéressantes quand il essaie de coucher avec une autre meuf. Oui, et qu'il lui dit, ouais, je suis si triste. Et qu'elle lui dit, mais ça, c'est parce que tu es tombé amoureux. Il ne faut pas tomber amoureux. Ça fait mal de tomber amoureux. Il fait, et en fait, il va se réconcilier. Ça, j'étais vraiment, là, j'étais vraiment agacée. J'ai fait, non, mais là, cette scène, elle était pas spécialement nécessaire. Je pense qu'on avait compris un petit peu les enjeux, les Ça trucs. traîne un peu. Là. Cet arc narratif n'était pas nécessaire, Ouais, même mais de manière générale. Je pense que ça, c'est les 20 minutes. On va les. Le club échangiste, c'est pas inintéressant parce que. Ça va trop vite. En fait, c'est trop tard dans la relation. Je pense Ouais. qu'il aurait fallu que ça vienne plus tôt dans le film pour que ça ait vraiment un impact. Et j'ai l'impression qu'on se détache même des premiers propos du film. Enfin, tu vois, c'est là où je commence à faire. Ça part un peu en couille. J'ai du mal à suivre la chronologie. En fait, j'ai du mal à me dire comment ils ont pu retourner ensemble avec tout ce qui s'est passé avec Omi après tout ce qu'on vient de voir. Moi, c'est pour ça que cette chronologie, elle me laisse un petit peu sur le cul où tu vois, tu vas dans de plus en plus d'extrêmes et à la fin du film, tu fais mais comment est-ce qu'on a pu te montrer un petit couple trop bien dans leur appartement en train de se dire ah, moi, mon fantasme, c'est de coucher avec une troisième personne. Alors que là, t'as le club alors qu'il échangiste. s'est passé tout ça avant. C'est ça. C'est moi cette chronologie, je sais pas à quel moment ça intervient. Est-ce que c'est sur la fin? Est-ce qu'il l'a caché à Electra que Omi était enceinte? Je me pose la question. Et moi, ce que je trouve. Alors, moi, c'est peut-être une théorie, je sais pas, mais moi, c'est que ce que je vois, c'est un couple qui a essayé plein de choses et qui, à un moment, a retrouvé une stabilité et un calme. Et en fait, que ce truc, en fait, ce fantasme, c'est finalement un fantasme presque. Enfin, ultra, pas pur, mais il y a un côté, quand t'as fait les clubs échangistes, oui, un tout truc ça, un peu simple. Il y a un truc un peu simple, et que en gros, ce truc de où ils se remettent à parler de leur fantasme, alors si j'ai bien compris le film, j'espère, mais c'est en fait, c'est que ils y arriveront pas, en fait. Il y a un truc de quotidien et de routine et qu'ils arrivent pas à tenir et où ils arrivent. En fait, c'est une espèce de faux calme retrouvé, quoi. Enfin, il y a un truc de oui, ils s'aiment, ça, il y a aucun doute, je pense, là-dessus. Et encore, de son côté, même si je pense qu'il l'aime, je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'on ressent quand même vraiment l'amour. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti deux personnes amoureuses, hyper toxiques l'une pour l'autre, mais je sens quand même que c'est deux gens qui s'aiment. Ouais, mais lui, je trouve qu'il s'aime beaucoup lui-même, en fait, donc je pense que ça rentre en conflit avec son amour pour elle aussi, mais en tout cas, et ils se détestent à la fois, bien sûr, mais en tout cas, c'est intéressant de se demander comment se sont passées les choses, et je pense que c'est peut-être ça qu'il a envie qu'on fasse aussi, c'est essayer de remettre les morceaux du puzzle de la bonne façon, et en tout cas les événements dans le bon ordre aussi. Mais ouais, c'est un peu... T'as l'impression d'être dans un autre film, en fait. Il y a un truc où... moi, j'ai l'impression qu'il y a une césure, peut-être... Le moment de drogue, en fait, quand tu commences à rentrer dans le moment de drogue, tu commences vraiment à rentrer dans les moments difficiles de la relation, où même toi, tu commences à te demander comment est-ce qu'ils ont pu se tolérer, comment ils ont pu accepter ça, comment ils ont pu se pardonner, comment ils ont pu rester ensemble, et encore se dire qu'une jolie vie les attendait avec un enfant. Mais c'est peut-être en arrêtant la drogue aussi que du coup ils retrouvent ce calme et cette stabilité. Enfin, vu que après c'est pas dit, j'ai pas l'impression, ou alors je suis passée à côté de l'info, mais c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être qu'en décidant de se remettre ensemble pour de vrai après tout ce qu'ils vont vivre dans la deuxième partie du film, et en calmant un petit peu là-dessus, même si elle lui file un cachet d'opium, elle lui file pas un cachet d'opium pour qu'il le prenne directement, et elle lui dit c'est pour quand je serai pas là. Enfin, il y a un truc un peu... Donc peut-être que c'est ça, peut-être pas, je ne sais pas. Et dans tous les cas, ils se retrouvent dans un club libertin où ça se passe un peu tiède. Parce que le but de ce club, quand même, déjà, c'est le flic qui lui recommande d'aller dans un club échangiste pour agrandir la confiance entre les deux, parce que quitte à aller baiser à droite à gauche, autant le faire avec le consentement de tout le monde et face aux yeux de l'autre. Donc, petite scène dans un club échangiste. Mais par contre, les gens, je suis sûre qu'ils sont pas aussi beaux en club échangiste non, que ça. Je me suis fait la même réflexion. Aussi beau, tu veux dire? Aussi, il y a quand même des vieux mecs pas ouf derrière. Il y a quand même des bonnes meufs. Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait, il y a quand même des beaux mecs, des bonnes meufs, ça a l'air d'être quand même bien foutu comme pas possible. J'ai fait, je suis pas sûre que dans les clubs parisiens, ce soit comme ça. Vraiment. Derrière, il y a des vieux mecs. Ils en font. Moi, ça m'a vraiment... j'ai fait... On voit que ça couche un petit peu, on voit que Electra, elle va coucher dans son coin avec... des hommes, que aussi Murphy va coucher avec des femmes, mais qu'ils s'interrompent toujours les deux parce qu'ils sont pas... Voilà, il y a un truc qui marche pas, ça leur plaît pas, ils aiment pas se voir avec d'autres personnes. Ils s'engueulent une nouvelle fois, suite à quoi Electra lui dit écoute,
Moi, mon fantasme, c'est de coucher avec 2 hommes. En plus, elle le dit, on a couché avec une autre femme. Moi, j'aimerais bien coucher avec un autre homme. Et on a la partie où elle lui dit, écoute, moi, j'aimerais bien faire ça. Lui, il dit, c'est pas possible. Il dit, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Quid d'une personne transgenre. On a cet essai très anecdotique également. Alors, en plus, tu le présentes de la bonne façon, puisque c'est pas du tout présenté comme ça dans le film. Il faut le préciser aussi, que c'est vraiment... la personne est mégenrée. Ils utilisent le terme travelo aussi. C'est ça. Tu vois, moi, j'étais vraiment genre... Là, je suis fatiguée, quoi. Là, j'avoue, j'étais vraiment genre... Franchement, je vois Gaspard Noé trop fort dans ces scènes aussi à ce moment-là, et je me dis, bon... Je sais plus si je suis dans l'histoire d'amour et dans le film ou vraiment dans une volonté de rajouter des scènes. C'était pas nécessaire, en fait, ça te sort un peu du film. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que Murphy est complètement mal à l'aise et n'a pas du tout envie d'aller plus loin dans l'acte sexuel avec la personne transgenre et avec Electra. Et ça se termine par une discussion où il dit qu'il a fait un blackout et qu'il faut absolument jamais en parler. Enfin voilà, il est hyper honteux de ce qui vient de se passer. Suite à quoi, il y a une nouvelle discussion et qu'ils se rendent compte que plus sera comme avant, plus rien ne sera comme avant, et ils veulent faire un break. Et on a un ultime flashback qui est la première rencontre très cucu entre Murphy et Electra de l'époque où ils étaient étudiants. Enfin, ils font vraiment très jeunes dans le flashback, particulièrement Electra qui est toujours montrée un peu comme une très belle femme. Là, c'est vraiment la petite gamine où ils se rencontrent. C'est aussi au but de Chaumont, non ? C'est tout en haut des buts de Chaumont. Oui. C'est mignon en plus. C'est assez joli. C'est trop beau. C'est très bucolique, quoi. Il y a un truc absolument. Vraiment, c'est très romantique pour un petit date. Et du coup, voilà, on voit qu'ils tombent amoureux. Ils ont une petite discussion en redescendant des buts de Chaumont. Bon, c'est assez anecdotique. On voit qu'ils sont crack-love l'un de l'autre très rapidement et finissent par se rouler une pelle. Et il y a aussi un espèce de détail physique qui fait qu'elle, à un moment du film, elle se coupe les cheveux. Oui. Et là, tu revois que c'est un peu les débuts, parce qu'à un moment, il lui dit « Ah, ta queue de cheval me manque ». Il y a un truc un peu... Et elle, effectivement, c'est à ce moment-là où tu repars dans le passé aussi, et où tu t'aperçois que... qu'en fait, ils se sont rencontrés assez jeunes, et que... On n'a pas parlé, il y a aussi un moment où lui, il parle d'une ex pour qui il est venu à Paris. Parce que dans un flashback, il parle de son ex et en fait, tu vois une brune qui est presque comme Electra. Tu te dis, putain, toi, t'as vraiment genre une espèce de trope, quoi. Et en gros, il dit, mais ton appart à Paris, il est bien. On n'a pas trop de détails sur comment il s'est retrouvé là et tout, mais on comprend quand même que c'est pour son ex qu'il est venu à Paris. Hein. Ouais. On a cette scène de sexe où on comprend que c'est la première fois qu'ils couchent ensemble, ils vont sous la douche, et on va voir la transition avec le dernier retournement dans le temps, revenir à l'heure actuelle, où il parle de la mort, une conversation... normal quand tu commences à dater quelqu'un sous la douche, et où Electra dit que ce qui l'a fait le plus peur, c'est la douleur, et qu'elle préférait se suicider plutôt que de souffrir. Et du coup, retour dans le temps présent, le dernier, où on a une fin sur Murphy qui est en descente dans la baignoire, en PLS, en train de pleurer, en train de prendre Gaspard dans les bras, en train de pleurer, en train de s'imaginer avec Electra dans les bras, en train de pleurer. En train de s'imaginer Electra arriver avec un ventre de femme enceinte. En train de pleurer. Et c'est la fin. Il y a un truc assez joli dans une de ces scènes-là, c'est qu'elle dit si je meurs, je voudrais que tu retombes amoureux encore et encore. C'est là où moi... En fait, je me dis, c'est ça que je trouve assez beau dans son personnage à elle, et qui, chez lui, en fait, lui, il a jamais réussi, je trouve, à dépasser une certaine jalousie, mais elle, quand elle lui dit, moi, si j'étais plus là, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu sois bien et que tu retombes amoureux, il y a je trouve qu'il y a un vrai décalage, en fait, entre eux et dans leur relation, et ils aiment très différemment, mais en tout cas, elle, je trouve qu'elle l'aime d'une manière beaucoup plus saine, ça dépend des moments du film, mais en tout cas à ce moment-là, dans ce discours-là, je trouve que il y a un truc. Mais ce personnage est très bien écrit. Je trouve le personnage d'Electra vraiment très touchant dans sa vision de l'amour, qui est un peu romantique, mais plus ou moins, parce qu'on voit qu'elle est aussi dans la découverte, elle est très curieuse de plein de choses. C'est elle qui va pousser le fantasme du plan A3 avec Omi. Mais je trouve ce personnage très touchant dans sa vision de l'amour, en fait. C'est une vision très simple, très douce, et qui la détruit, en fait, parce qu'elle a cette espèce de fantasme de l'amour. À la vie, à la mort, il faut se protéger, c'est toujours elle qui met en avant, faut qu'on se protège, faut qu'on prenne soin de l'autre, faut faire attention, faut qu'on se dise tout, c'est toujours elle en fait qui est dans cette espèce de charge émotionnelle, si je puis dire, de la relation, et c'est elle qui va trinquer à la fin, et c'est également comme ça que se termine le film, et on ne saura jamais ce qui est arrivé finalement à Electra. Est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle s'est suicidée, on ne le saura jamais, c'est à nous de nous faire notre propre idée de cette fin. La fin, elle est assez, pour le coup, en termes de point de vue de réalisateur, je trouve qu'elle est assez sombre, la fin. Moi, j'ai pas trop de... Alors après, chacun se fait son idée, et effectivement, c'est vrai que factuellement, on ne le sait pas.
C'est-à-dire que le dernier flashback se termine où elle dit je préfère me suicider que de souffrir. T'as le dernier cut sur la réalité aujourd'hui de ce qui se passe maintenant. Bon, pour moi, ça veut dire que et au-delà de ça, elle s'est suicidée. Mais... Tout au long du film, il a quand même mené une espèce d'enquête en appelant tout le monde au fur et à mesure, donc son ex et machin. Et en fait, personne n'a entendu parler d'elle depuis un petit moment quand même. Peut-être qu'elle a été... Tu sais, moi, c'est le cinéma. Tant qu'on ne montre pas que la personne, elle est morte, la personne n'est pas morte. C'est la loi du cinéma. Donc, on le saura dans Love 2. Love de toi. Love de toi, exactement. Eh bien, écoutez, quel résumé. Ouais, c'était... c'est éprouvant même à résumer, je trouve aussi, ces allers-retours et tout ça. Mais ça laisse pas indifférent. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le N'importe Q, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va passer dans la partie plus profonde de l'émission. On va retracer dans un premier temps un petit peu tout ce qui a été production, tournage et réception du film. On a déjà évoqué pas mal de choses, mais moi ce que j'ai vu c'est qu'au final ce film, ça faisait très longtemps qu'il avait envie de le réaliser et qu'apparemment ça lui était, il avait déjà prévu de le réaliser bien avant Irréversible. Ça devait être son deuxième film. Et que film, normalement il avait proposé à Vincent Cassel et Monica Bellucci qui ont refusé parce que ils étaient en couple à l'époque et qu'ils avaient peur que ce soit un peu trop exposer leur vie privée et que bon de toute manière c'est aussi un film à risque quand t'es acteur ou actrice de t'exposer à ce point-là. Mais voilà, c'est un projet qui lui tenait à cœur quand même depuis très longtemps. Et moi, je le trouve assez touchant dans les interviews qu'il a fait. Notamment, il y a la conférence de presse à Cannes qui est dispo sur YouTube. Où il est défoncé parce qu'il est loin. Il est au bout de sa life. Moi, j'ai vu des vidéos pareilles sur le site Allociné où il parle à Cannes. Et tu fais, mais genre, là, t'es vraiment très très loin, quoi. Enfin... Mais après, je trouve que à chaque fois, la manière dont il veut... En fait, lui, il explique simplement son film, quoi. Il veut juste faire un film sur l'amour. Voilà, bon, il y a du cul parce que quand... A priori, quand t'es en couple avec une personne, forcément, il y a du sexe. Donc voilà, je trouve le pitch de base est plutôt intéressant et touchant. Et un script, d'ailleurs, qu'il a écrit qui... La légende veut fait 7 pages. Alors, je te pose la question, Julie, en tant que scénariste. T'y crois, toi, 7 pages de script avec ce film ? Alors oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que... Enfin, ma théorie, c'est qu'il a plus ce qu'on appellerait un séquencier qu'un dialogué. Je pense qu'en fait, il a listé ses séquences et la façon dont il... Enfin, en tout cas, les lieux, là où il voulait les tourner. Et je pense qu'il a peut-être des résumés de ce qui s'y passe à l'intérieur avec 2-3 dialogues qui se battent en duel, de choses qui sont peut-être immanquables pour le scénario ou pour la compréhension de l'histoire. Mais je doute pas trop du fait qu'il ait pu faire sa prépa avec un scénario de 7 pages. Après, c'est très très succinct. Je pense que tu t'arraches les cheveux en termes d'équipe technique quand t'as ce document-là. Mais lui, il doit être très impliqué. J'imagine qu'il doit dire ce dont il a besoin au fur et à mesure et que ça doit aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'impro. Mais j'ai vu que contrairement à je crois que c'est Climax qu'il avait tourné très rapidement, celui-là il a mis quand même quelques mois à le sortir. C'est ça, entre octobre 2014 et février 2015, sachant qu'en fait il voulait absolument que la première du film se fasse à Cannes. Peu importe dans quelle sélection, il voulait que la première se fasse à Cannes et il a pu le faire. En fait, il a terminé son film 3 mois avant le festival. Mais je crois qu'il a fini de tourner. Il a fini de monter, genre vraiment la très veille, peu de temps avant. La veille de la diffusion, il venait de terminer le montage et il explique que ça faisait quelques semaines qu'il faisait 20 heures par jour enfermé dans la salle de montage. D'où le côté un petit peu défoncé pendant la conférence de presse. Alors il y a peut-être autre chose qui s'est immiscé là-dedans. Ah oui, je pense. Mais en tout cas, il justifie ça par la fatigue. Oui. Mais c'est fou quand même parce que l'envoi des DCP à Cannes et tout ça, enfin, les DCP, c'est les disques durs sur lesquels vous envoyez les films qui sont en compétition. Enfin, c'est vachement structuré. J'ai bossé en distribution de festivals. Et c'est tellement cadré que en fait, je me demande comment ça a pu se faire quoi, d'un point de vue technique. C'est Gaspard Noé. Ouais, voilà, je pense il doit avoir des passes droits, je pense. Ils voulaient avoir leur petite séance de minuit bien, qui allait bien faire parler la croisette. Donc forcément, ça a marché. Eh bien, pour le casting, en tout cas, à la base, ils n'avaient pas exclu de prendre des acteurs et des actrices pornographiques, mais le problème principal qui s'est posé, c'est que les actrices étaient toutes épilées intégralement. Mais vraiment épilées, que eux, ils voulaient une pilosité assez naturelle de la part de l'actrice qui jouerait le rôle. Et quand on voit en effet la toison, entre guillemets, d'Electra, que je trouve très très belle, et ben, je trouve que ça m'a fait du bien. Mais des fois, tu vois aussi des petites lignes sur le pubis et tout ça. Enfin, alors, moi, je trouve ça beau, mais je pense que c'est une manière surtout de dissimuler le sexe féminin.
d'avoir pas mal de Peut-être, poils. ouais. Mais pourtant, une actrice porno, si elle est engagée, elle peut se laisser pousser. Alors, sauf si c'est épilation laser définitive, mais Je pense qu'il y a un peu de ça ça. hein, dans le milieu, à mon avis, Ouais, peut-être. vu les dictates du milieu où tu dois être pas de poils ni quoi aux Ouais. caisses. Je pense qu'il y a de l'épilation laser qui est passée par là et que tu vas pas Sûrement. coller des bouts de poils sur le pubis. quoi, ou non, Mais je ça crois va qu'il y être avait compliqué. vraiment aussi, enfin, je sais plus si je l'ai lu dans une interview, mais que c'était une volonté de réalisme aussi, enfin, comment dire, du couple random, enfin, justement pas forcément dans des codes, enfin, Oui, de d'épilation et de performance, performance, etc. Je sais pas exactement. Peut-être que c'est aussi pour cacher un peu, mais je me dis pourquoi, enfin. Je sais pas, je suis pas sûre que ça soit, en tout cas, conscient de sa part. Franchement, en fait, je sais pas, parce que moi-même, je me suis dit, quand on parlera de c'est porno ou pas porno, je me suis dit, bon, on voit un sexe masculin au cinéma, ça me choque pas, parce qu'on en a déjà vu. Si on me filme un sexe féminin, je sais que ça me choquera. Et pourtant, j'ai pas envie que ça me choque, parce que pour moi, il y a un moment, il faut que ça soit équitable, et voilà. Après, la très grosse différence au cinéma sur les sexes masculins, c'est les sexes masculins en érection et pas en érection. Et c'est ça qui peut aussi décider d'une classification, enfin, d'interdiction ou pas, quoi. C'est qu'un sexe masculin au repos, on a l'habitude de le voir, parce que, en fait, mais aussi parce qu'on est en France et qu'on a une certaine vision des corps, enfin... Enfin, je pense qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout les mêmes codes, enfin, tu vois, sur les restrictions d'âge, de trucs comme ça par rapport à la nudité que nous. Enfin, eux, on voit jamais un téton, un sein ou quoi que ce soit, enfin, de leur côté. Là où nous, en tout cas, les sexes au repos et la nudité, c'est vraiment pas un problème dans le cinéma français, quoi. Enfin, surtout le cinéma un peu d'auteur français, c'est pas un frein du tout. Petit point sur les tournages, sachez que c'est les scènes de sexe qui ont été tournées en premier. Oui. Et que le premier jour de tournage, c'était le fameux gros plan de l'éjaculation 3D avec 6 caméramans, je crois, pour oui, c'est 3 ça. par En fait, il y avait caméra. 2 caméras souvent pour les scènes de sexe, j'ai vu, et donc 3 techniciens enfin, en gros, une équipe de 6 à chaque fois présents sur le plateau. Et d'ailleurs, c'est Karl Glusman qui dit qu'en gros, au début, il n'était pas super à l'aise, mais qu'il s'était assez vite, assez vite senti mieux au fur et à mesure du film, et que la première scène, c'était vraiment C'est genre chaud quand même. la baisse hard. ton futal et vas-y, quoi. Mais c'est hard, mais en même temps, tu t'imagines, je sais pas, ça doit être particulier à vivre comme expérience de dire t'as 6 caméras, mais juste autour de ton sgeg, ses premiers jours de tournage, tu fais bon. Ouais. Mais au moins, c'est le plus hard. Après, tu vas dans des trucs qui, à mon avis. Voilà, mais après, ils ont pas l'air d'avoir été traumatisés, ni Aomi, ni Karl. En tout cas, j'ai pas vu de mauvaises anecdotes, tu sais, comme des choses qui peuvent ressortir, comme par exemple ce qui s'est passé sur la vie d'Adèle, enfin tout ce qui est Abdelaziz, qui est chichi, Oui, on n'a etc. pas entendu de trucs similaires, C'est c'est clair. Ouais. J'ai beau avoir retourné les internets, j'ai vu aucun mauvais truc qui est sorti de ce tournage, et vu les paroles qu'a eu Gaspard Noé sur le tournage, ça avait l'air assez bienveillant et assez dans le respect de son acteur et de son actrice principale, ce que je trouve très rassurant. Mais Aomi Meyok a quand même dit en 2019 qu'elle voulait plus tourner de films avec des scènes de sexe, que c'était une expérience qu'elle avait appréciée, mais qu'elle avait envie de faire autre chose, en disant en anglais « I don't want to repeat myself ». Donc j'arrive pas à le traduire exactement en français, mais qu'elle veut pas refaire la même chose en soi. Bon, en même temps, elle a pas fait vraiment de film après, donc... tant mieux, elle s'est respectée. Mais voilà, ça doit beaucoup a pas été un catégoriser, traumatisme. ça doit être un petit peu compliqué de sortir de ce. En tant que femme, beaucoup plus qu'en tant qu'homme, à mon avis, en tant qu'acteur. Ouais. Lui, je sais qu'après, il a fait The Neon Demon, mais il a un petit rôle en plus, c'est pas non plus. C'est vrai. Il a fait Nocturnal Animals aussi, qui est pas mal. Comme tu filmes comme ça. Ouais, mais bon, il a pas non plus la carrière. Enfin, c'est pas Ryan Gosling, quoi. Tu vois, c'est en termes de carrière, hein, je veux dire, mais. Bah, il était dans Lux Aeterna encore avec Gaspard Noé. Je crois qu'il a continué de tourner avec Gaspard Noé, mais en effet, c'est pas un casting. Souvent, dans des films comme ça à Cannes, tu le vois souvent, des petits castings de gens. Souvent, c'est des allers-retours au cinéma et ça s'arrêtera là et ils voudront pas pousser plus l'expérience. Ça arrive assez souvent dans ce genre de film. Donc, ça fait partie de ces films-là. Et sur la diffusion et l'interdiction de diffuser ou pas ce film en France, Mina. C'était compliqué. À la base, il devait sortir moins 16 ans. Et finalement, il est repassé en... Alors, comment on appelle ça ? C'est quoi la commission Commission de classification. Il est repassé. Il y a notamment eu un peu de pression du côté de la fameuse association Promouvoir, qui est une association qui milite pour la promotion des valeurs judéo-chrétiennes dans tous les domaines de la société, qui évidemment n'avait pas envie de voir ce film, que ce film soit diffusé à des moins de 16 ans, donc ils ont réussi à faire une classification moins de 18 ans. Après, ça a sorti en salle, c'est-à-dire qu'il est sorti, je crois, les premières semaines en moins 16, pour ensuite être transformé en moins 18, donc c'était un petit peu
Ce qui est un petit peu dommage pour la diffusion du film parce que ça te limite vachement quand même. Déjà, oui, moins de 16, c'est... Déjà, c'est chaud, ouais. C'est compliqué. Et moins de 18... C'est fini. En même temps, en fait, c'est que faire... la distribution, elle devient compliquée. Enfin, est-ce que les cinémas proposent un certain nombre de copies de trucs. Enfin, bon, c'est un vaste sujet, mais généralement, les producteurs sont assez... frileux. Frileux. Enfin, les producteurs, pour le coup, ceux qui produisent le film sont assez catastrophés quand ils voient qu'un un de leurs films a été interdit au... Moins de 16, je pense qu'ils s'en doutaient. Hein. Vraiment, il y a pas de... Je pense pas qu'ils soient très choqués, mais moins de 18, peut-être que ça les a un peu fait chier, quoi. Vous pensez que c'est justifié, moins 18 ? Ce qui m'a choqué, c'est peut-être plus l'usage de drogue que la sexualité représentée. Je sais pas. Non, c'est un tout, mais l'ambiance, elle est... Parce que, en fait, quand t'es au comité de classification, tu prends aussi... Tu prends pas un truc, tu prends aussi une atmosphère, un truc. Et à mon avis, s'il était en moins de ça, c'est que le comité de classification du CNC a dit, en gros... Nous, on voit pas de quoi dire moins de 18. Parce que c'est souvent le cas, c'est les assos, en fait, qui insistent pour que ça soit relevé et pour que... Parfois même ça soit... eux, s'ils pouvaient, je pense, les associations, s'ils pouvaient interdire ce genre de film, ils militeraient pour. Enfin, tu vois... Je suis pas sûre que la sexualité... Après, le problème aussi, on en parlera sans doute après, mais c'est qu'on est tellement pas habitué de voir de sexualité dans les films que moi, je trouve que finalement, la sexualité dans le film, c'est le plus bel aspect de cette narration, que ce soit techniquement, visuellement, dans la narration, que c'est juste les gens, ils sont pas habitués à voir des gens qui kennent de bien filmés, bien faits et intégrés dans une narration où ça se tient. Moi, j'allais juste dire, il est ressorti sur Netflix et il a eu un petit moment de gloire, notamment à la sortie de 365 jours. Parce que du coup, en termes de recommandations, ça a proposé, ça suggérait... L'algo, il a compris. Voilà. Il s'est dit, je pense qu'il y a un lien. Ouais. Donc, il s'est retrouvé dans le top 10 aux US et même en France, je crois. Et ça avait pas mal fait de bruit parce qu'il y a plein de gens qui découvraient ça. Il y a eu un challenge TikTok où les gens devaient se filmer pendant qu'ils regardaient les premières minutes, qui est donc cette fameuse scène de masturbation mutuelle. Sinon, le film, il a été distribué assez largement à l'international, mais il a été banni en Russie. Quand même, j'ai vu qu'il y avait eu quand même des copies, voilà. Bon. Mais pas en Chine, j'ai été surprise, j'ai cherché des infos, de voir s'il avait été interdit en Chine, j'ai pas eu de news, je pense qu'il a pas dû passer la frontière, très clairement. Ouais, bon. Mais ouais, sinon, si on revient sur l'accueil de la part de la presse, eh bien, écoutez, en France, ça accueil assez mitigé de la part de nos amis critiques en France, qui ont pas été plus choqués que ça par le film, et qui ont été plutôt tantôt... ennuyés par cette espèce de débâcle romantique de 2 heures, tantôt un peu déçus par ces scènes de sexe qu'ils auraient voulu un peu plus orgasmiques, même selon les dires de certains critiques. Mais c'est marrant parce qu'à Cannes, ils l'ont vraiment diffusé en séance de minuit avant de faire la... Normalement, il y a les séances presse le matin, et après, tu as les diffusions, on va dire, les premières, les montées des marches et tout ça. Et là, ils l'ont vraiment diffusé à minuit, et la séance presse, elle a eu lieu le lendemain. Donc il y avait vraiment aussi ce désir de ne pas aller le présenter, je pense, directement à la presse pour faire aussi... monter la sauce à l'envers, quoi. Non, mais c'est ça. Non, et tu vois, j'ai des trucs, j'ai des commentaires de critiques. Bon, Studio Ciné Live, pour ce que ça vaut, en pour et contre, en contre. Si c'est un porno, j'en ai rarement vu aussi triste, figé, peu érotique et nullement encourageant à passer à l'acte. Quand même, enfin, tu allais pas voir un porno. Enfin, tu vois, t'es en mode, t'allais pas te masturber devant le film, quoi. C'est en fait, tu sais pas vraiment. Je pense que les gens ont tous été voir le film avec une attente assez particulière. C'est Gaspard Noé, c'est un film qui va parler de sexe, qui va montrer du sexe, et je pense que chacun avait des attentes et que la presse, du coup, ça se voit qu'elle sait pas trop sur quel pied danser, mais le film s'est fait un peu démolir. Genre, Cahiers du cinéma ont pas aimé, l'Obs, Studio Ciné Live, pas bon, pareil, moi je pense que ça vaut également. Mais voilà, c'est pas conclu en France, mais à l'international, la critique a été beaucoup plus tendre, à essayer de bien remettre les choses en question, et a eu des approches qui étaient beaucoup plus intéressantes, en vraiment essayant de retracer un peu le cinéma érotique de manière générale depuis les années 80-70, et en comparant très souvent le film justement à Short Bus de John Cameron Mitchell, qui est sorti en 2006. Donc voilà, je vous invite à aller regarder les critiques en vrai, même New York Times, The Guardian et tout ça, c'est très intéressant, et ils ont une approche un peu plus, je trouve... intéressante et culturelle que nos amis français qui ont tiré sur l'ambulance tout simplement suite à l'approche de Cannes. Ça me surprend parce qu'en fait en France on a justement ce côté où on est peut-être un peu moins cléricain, un petit peu moins dans la censure et ces choses-là, et au final on lui crache à la gueule quand il sort son film. Je trouve ça assez contradictoire. Mais aussi parce que je pense que contrairement aux Américains, les Américains ils trouvent ça amazing, tu vois. Enfin, ils n'ont pas l'habitude aussi de voir des trucs peut-être aussi crus, aussi... Bon, il y a effectivement Short Bus de John Cameron Mitchell et tout ça, mais je pense que pour eux, il y a un truc un peu aussi hors du commun de voir des films comme ça, et de voir des films comme ça par on va dire des cinéastes comme Gaspard Noé qui sont
qui sont fascinants pour d'autres raisons que juste le traitement de la sexualité dans les films, mais je pense que c'est plus ça en fait qui crée aussi ce décalage entre la critique internationale et la critique française. Nous, il y a un côté, c'est pas qu'on est blasé de ça, mais enfin, je pense que le marketing marche moins sur la critique française que sur la critique internationale, peut-être sur la façon dont est vendu le film, parce qu'il y a une façon très américaine aussi de faire monter la sauce sur ce film, sans mauvais jeu de mots, vraiment, je ne l'ai même pas calculé. Mais... Avec ou sans 3D, Julie? Toujours avec 3D. Hein, et on va passer à la seconde question qui est autour de la place de la sexualité dans le récit de Love. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour narrer et filmer des rapports sexuels sans tomber dans la pornographie, le mal-pensant, le dégueulasse, le porno Comment est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que Love, je trouve que c'est un assez bon exercice de style en fait de la part de Gaspard Noé qui s'en sort pas si mal que ça en filmant une sexualité qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi crue et aussi dévoilée au cinéma. Ah non, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi avant, au-delà de... Enfin, parce que c'est connecté, hein, filmer la sexualité, c'est aussi filmer la sexualité avec une certaine lumière, avec une certaine couleur, avec un certain cadrage, et je pense que là où, en tout cas, l'exercice est fait aussi pour se démarquer... Alors, une fois de plus, moi, c'est difficile pour moi d'en parler, parce que n'ayant pas vu de film pornographique, j'ai pas de comparaison, j'ai l'idée que je me fais d'un film pornographique, donc c'est un peu biaisé, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une esthétisation, je sais pas si ce mot existe, de la sexualité poussée à son maximum dans les contrastes, dans la lumière, dans la composition des plans, dans le désir même de dépasser l'image avec ce truc de 3D, pour le coup, c'est en accord avec le scénario et l'histoire qu'il raconte, mais il y a quelque chose de très, très naturel, je pense, pour lui à mettre en scène de cette façon qui, pour moi, l'éloigne en tout cas d'autres choses. Mais je pense que s'il y avait des... Enfin, ça se trouve, ça existe et je serais curieuse de savoir, mais des films pornographiques qui ont un traitement d'image aussi marqué et avec une identité visuelle aussi forte, je pense que peut-être que ça arriverait aux oreilles des gens qui consomment pas forcément de porno aussi et qui... Enfin, ma question, c'est... Gaspard Noé, je pense qu'il arrive très très bien dans les oreilles de gens qui consomment du porno, puisque la preuve en est, la scène d'Irréversible que tu as vue, tu l'as découvert sur Pornhub. Ma question, c'est est-ce que des réalisateurs ou des réalisatrices très talentueux de porno avec un sens du cadre et un esthétisme et une composition, est-ce que ça ferait le chemin inverse? Est-ce qu'en gros, il y aurait des passages de l'un à l'autre où on se dirait putain, en fait, il y a telle réalisatrice, par exemple, de porno, mais en fait, c'est pas vraiment du porno ce qu'elle fait, et ça irait chercher un autre public. Et enfin, je m'interroge vraiment là-dessus, en fait. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir ce mouvement, ou alors c'est des gens qui ont changé de carrière à un moment, et on les a connus parce qu'ils ont changé de carrière, et il se trouve qu'avant, ils avaient travaillé dans le porno. Mais j'ai pas l'impression d'avoir entendu parler, en tout cas, même si je suis sûre qu'il y en a, je suis sûre qu'il y a des super réalisatrices et réalisateurs peut-être de films porno, mais j'ai jamais eu ce passage d'infos, en fait. Mais vous y connaissez beaucoup mieux que moi, je pense. Donc peut-être que vous pouvez me donner... Ça existe. Le problème, c'est comme c'est de la pornographie, qu'en France, on en parle très peu. Ça remonte pas, quoi. Ça remontera jamais. Mais moi, je vais penser... Tu le sais très bien, Mina, je vais penser à Four Chambers. Ouais. Four Chambers, en fait, c'est une Anglaise qui s'appelle Vex Ashley, qui a lancé son studio de production pornographique. Et ce sont des films qui sont des courts-métrages à part entière avec une direction artistique ultra léchée. Pour moi, ça équivaut à du Gaspard Noé, voire c'est même un level au-dessus. Hyper référencé aussi. Elle va se baser sur des œuvres d'art, sur des films. Par exemple, elle a fait un hommage à Crash de Cronenberg pour filmer un porno. Elle s'est basée sur La naissance de Vénus de Botticelli pour essayer de recréer une composition, etc. et toute une mise en scène. Et elle a fait des trucs artistiques. Enfin, c'est dingue. Mais ça arrivera jamais dans nos oreilles parce que... Mais personne ne parle de pornographie. Et mais c'est dans vos oreilles, puisqu'on est en train de l'enregistrer. Ça, c'est bien. Mais en même temps, tu vois, je suis super contente aussi d'avoir ce passage d'information, parce que moi qui suis passionnée de cinéma, quitte à rentrer dans le porno, je serais hyper curieuse de voir ce travail-là, par exemple. On te conseille, l'abonnement, il est payant. Après, il est à 10 € par mois à peu près. Mais je crois que tu peux avoir accès, en fait, Vex, ce qu'elle fait, c'est elle te fait des notes d'intention, en fait, autour de ses films, en te disant... comment elle a référencé le truc, comment elle l'a pensé, comment elle a pensé la narration. Elle va te montrer les tableaux qui l'ont inspiré, les couleurs. Elle va vraiment te faire... Même des fois, il y a des séquenciers. C'est super intéressant. Et ça, je pense que tu peux y avoir accès sans t'abonner si tu veux déjà jeter un œil. Avec grand plaisir, pour le coup. Je trouve que ça... Et en fait, je trouve ça important aussi, en termes de passage d'information, que ça aille dans les deux sens. Parce que
je me fais pas trop de soucis sur la diffusion du travail de Gaspard Noé de l'autre côté, mais c'est fou qu'on en parle aussi peu, enfin dans l'autre sens, c'est que après parfois je tombe effectivement sur des articles, mais il faut quand même s'y intéresser un minimum. Enfin, je suis pas sûre que le grand public, une fois de plus je dis grand public, mais je parle plutôt d'un public averti curieux, serait touché par cette info sans aller la chercher, par exemple. Non, mais parce que personne n'en parle, et dans les médias également, c'est quand on parle de pornographie, c'est pour parler de Jackie et Michel et de femmes violées, donc au bout d'un moment, ça te fait encore plus peur dans ta vision de la pornographie, ça te donne même pas envie d'aller chercher l'information. Il y a tellement peu de médias qui en parlent, à part le Tag Parfait qui est en train de faire, qui est en train de couler, quoi, parce qu'ils ont plus de fonds. Qui allait pas très bien, oui, dernièrement. Qui allait pas très très bien. Bah, personne n'en parle, quoi. Et quand on parle de sexualité, t'as beaucoup d'influenceuses aujourd'hui, et c'est très très bien, qui font un peu pas de la vulgarisation, et parfois un petit peu d'apprentissage ou de prise de conscience autour de la sexualité. Mais quand elles parlent de pornographie, c'est pour dire attention, la pornographie c'est pour de faux, ce n'est pas vrai, les gens ne prennent pas vraiment de plaisir, ne faites pas ça. Et tu fais, bah, c'est dommage de pas parler de toutes les superbes réalisatrices qu'il y a en France, parce qu'en France on a un vivier de réalisatrices qui est hyper important, et à l'international t'as plein de femmes qui vraiment ont fait leur métier, qui font des productions qui sont folles. Et c'est dommage, on n'en parle pas. Parce que le sexe c'est mal et la pornographie c'est pire. Mais est-ce que aussi on n'est pas dans une société patriarcale où les réalisatrices ont du mal déjà à émerger dans d'autres domaines, et que alors là dans la pornographie j'imagine même pas, quoi, la difficulté. Et pourtant c'est les femmes qui sont au cœur de la pornographie, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les actrices pornographiques gagnent souvent bien plus que les hommes, parce que elles en chient, en tout cas dans le mainstream. Je crois que dans l'éthique ils essayent en tout cas de mettre tout le monde sur le même niveau. Mais c'est compliqué, on l'a vu. Alors ça va être la parenthèse pornographique, mais avec un youtubeur / influenceur qui s'appelle Ben Never, que tu dois voir peut-être qui c'est, qui est autour de la déconstruction, qui discute un peu de tout et de rien, de masculinité, etc. sur YouTube, c'est plutôt sympa, et qui a justement fait un porno avec Dorsel, et qui a un peu justifié ce porno en te disant voilà, je voulais montrer des vrais couples qui font vraiment l'amour d'un point de vue en claquettes chaussettes, et tu fais mec, ça fait 10 ans qu'il y a des femmes qui font ça. Et c'est fou parce qu'en fait, juste le fait qu'un influenceur le fasse, t'as tout le monde qui est allé. Puis un homme. Tout le monde. Un homme qui est allé. Tout le monde a été en mode mon Dieu, merci de nous faire découvrir la pornographie. Tu fais mais what the fuck, et même pas le mec cite des réalisatrices, même pas il cite d'autres travails. Enfin, c'était vraiment du mansplaining de la réalisation pornographique. Et ça a eu lieu il y a 2 mois, quoi. Donc, on n'est pas sorti de la berge, Julie. On n'est pas sorti de la berge. Ça, je sais. Et tout ça pour dire, moi, je me vois pas. Enfin, est-ce que vous avez en tête un exemple de réalisatrice qui aurait fait un film comme ça, un petit peu sulfurant, entre guillemets, un peu sexuel? Je suis en train de me poser la question parce que j'arrive pas à en avoir en tête. J'ai que des hommes, en fait, en tête. Tu vois, par exemple, à Cannes, je me souviens que le film que j'ai été voir, j'ai eu la chance de voir au Festival de Cannes, c'était Mademoiselle de Park Chan-wook, où il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis de la salle en raison des scènes lesbiennes. J'aime vraiment beaucoup ce film, d'ailleurs. Il est magnifique, il est splendide. Moi, je pense à Baise-moi de Virginie Despentes et Tran... Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, en tout cas, elles sont 2 réalisatrices sur ce film. Moi, je l'ai pas vu, par contre. Mais... Moi, je l'ai vu assez jeune aussi, et ça m'a vraiment marqué... Mais pareil, en fait, je sais pas pourquoi je regardais que ces films-là quand j'étais ado, mais parce que je pense que tu as envie de... c'est la curiosité. Et tout, mais ouais, ça m'avait pas mal marqué, mais parce qu'il y avait beaucoup, dans mon souvenir, il y avait beaucoup de violence dans le film. Oui. Mais je l'ai pas revu depuis, c'est pareil, j'ai fait un petit pas de recul. Ouais, tu vois, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices qui s'exposent. Bon, déjà, pas beaucoup de réalisatrices de manière générale, et même au Festival de Cannes. Et j'arrive pas à en avoir, à part Baise-moi, en effet, de réalisatrices qui soient lancées là-dedans. Peut-être plus regarder du côté des séries, je pense. On va plus donner la main à des réalisatrices pour des séries où on va te filmer un petit peu le sexe. Alors je dis ça, là j'ai pas de nom parce que je sais pas, mais il me semble quand même qu'il y a quelques séries qui abordent le sexe de manière un petit peu au naturel, mais qui est pas censé être sulfureux ou excitant. C'est assez soft généralement. Ouais, voilà. Mais oui, mais je pense que par exemple Outlanders, à mon avis, il y a pas mal de réalisatrices, mais je veux pas dire de bêtises, je vais pas vérifier avant cette émission. House of the Dragons, est-ce qu'il y avait pas aussi pas mal de femmes qui étaient à la réalisation? Putain, j'ai un doute aussi, j'ai pas envie de dire de conneries non plus. Mais ouais, moi non plus, j'y crois pas des masses. J'avais pensé à Euphoria, mais ça glamourise tellement de choses, de drogue et tout ça. En tout cas, c'est un showrunner homme, je crois. Souvent, c'est des showrunners plus que des showrunneuses, et ça, c'est aussi un problème. Mais bon, tout ça pour dire... les femmes réalisatrices là-dedans, c'est pas maintenant qu'on va les voir. Et si on a du Gaspard Noé qui est quand même assez qualitatif, je trouve, sur la manière de filmer la sexualité, c'est déjà un pas. Hein. Si les gens peuvent s'ouvrir à ça et peuvent juste faire la différence entre de l'art et de la pornographie, ça peut être pas mal. Mais justement, posons-nous la question. Dis donc, qu'est-ce que Love, c'est porn ou pas porn? Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé pendant cette émission, c'est qu'on est sur des rapports qui ne sont pas simulés dans Love. Et pour moi, ça rentre aussi en jeu dans la question de est-ce que c'est pornographique ou est-ce que ça ne l'est pas?
Une fois de plus, moi, mon biais, il est compliqué vu que j'ai pas vu de film pornographique, mais pour moi, il l'est pas vraiment, mais parce que déjà dans le rapport scène de sexe, scène, on va dire, de dialogue, one-to-one, enjeu scénaristique, parce que moi, dans mon esprit, le porn doit forcément... j'en ai l'image de quelque chose qui a pas un scénario aussi poussé, une construction, on va dire, et une évolution scénaristique et narrative qui est la même que dans un long métrage, mais... Puis j'ai l'impression ils n'ont pas tout à fait la même fonction, en fait. J'ai pas l'impression que Love essaie de m'exciter. Et on me montre une histoire d'amour à travers de la sexualité, et une évolution, mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas il est pour fonction ce que le film pornographique pourrait avoir comme fonction. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est ça, c'est nous, souvent la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on définit la pornographie par ce qu'on voit à l'écran, ou est-ce qu'on la définit par l'intention qu'il y a derrière la réalisation de ce film, qui est à but masturbatoire. C'est souvent ce qu'on reliait. Et même, tu as soulevé un truc que j'avais pas remarqué tout à l'heure, Mina, c'était, on voit pas de scène de pénétration à part entière aussi, tu vois, pas de vagin dilaté avec une verge puissante qui vient le conquérir. Ça reste assez subjectif par rapport à la pénétration, et je trouve que ça aide aussi à démystifier le fait que ça pourrait être du porno. Ouais, pour moi, c'est pas du tout du porno, hein. Je pense parce que l'intention, elle est pas de t'exciter, donc à partir de là... moi, c'est là que je la mets, la définition du porno. Donc pour moi, à partir de là, Love, c'est pas du tout un film pornographique. Il y a aussi, si on veut aller plus dans l'aspect proportionnel de rapports sexuels sur tout le temps du film, et à quel point on montre beaucoup ou pas, le fait qu'on sait que ce sont des rapports non stimulés, notamment tout ce qui est masturbation, mais il n'y a pas de pénétration, en tout cas, qui est vraiment visible à l'écran, de gros plans. Alors, pas besoin d'aller dans les gros plans très excessifs, mais pour moi, c'est pas dans ce qu'on définit techniquement un film porno. Pour moi, c'est pas un film porno. Et je trouve que, très honnêtement, les scènes de sexe, on peut se dire que c'est un peu gratuit, ça sert à rien. Moi, je trouve qu'elles servent pas à rien. Je pense vraiment qu'elles permettent de... En fait, c'est les scènes, c'est un peu les seuls moments où tu sens la douceur et l'amour entre les personnes. Je trouve que vraiment, elles sont bien jouées. Et au contraire, c'est des scènes qui sont plutôt douces et plutôt épurées. En général, t'as un plan fixe, à t'en as peut-être deux. Et c'est tout, quoi. Mais il y a beaucoup de scènes aussi où les personnages discutent dans le lit, qui sont cadrés juste à hauteur d'épaule et de visage. En fait, je me suis fait la réflexion à un moment en regardant le film. Je me dis, mais en fait, c'est parce qu'en fait, ces scènes-là, tu pourrais les cadrer de manière beaucoup plus distante et graphique dans la démonstration des corps et dans la façon dont tu montres. Mais il y a plein de scènes où ils sont certes nus dans leur lit, mais on ne voit rien du tout. En fait, ils sont vraiment cadrés à l'épaule, sur les visages, pour rester avec eux dans les émotions et tout ça. Et c'est ça aussi, où à un moment, je me suis dit, mais ce choix de cadre, il n'est pas innocent non plus sur ces scènes-là et sur la façon dont tu vis leur histoire d'amour avec eux. Et ça en dit beaucoup sur l'intention, je pense, du réal et du film, quoi. Surtout qu'elles sont pas si présentes que ça dans le film. Ça doit être même pas un quart du film. Honnêtement, sur 2 heures. Les scènes de sexe, je pense un quart, peut-être, parce que c'est vrai que le threesome, il dure assez longtemps. Je pense mais il est important, c'est vraiment un pilier de l'histoire. Mais elles sont pas si présentes que ça, et je sais pas si vous avez eu cette sensation, mais pour moi, les scènes de sexe, c'était un peu la respiration du film. À chaque fois, parfois, sauf quand j'étais trop hard. C'est ça, mais oui, mais moi j'étais contente. C'est bien, un peu d'amour. Mais tu vois, moi c'est ça, j'ai fait vraiment, à chaque fois que j'avais une scène de sexe, je faisais putain, ça y est, on les voit s'aimer. Et c'est là que c'était assez malin en fait de mettre la sexualité pas au cœur du récit. J'estime que la sexualité, elle est pas au cœur du récit, mais elle est au cœur vraiment de l'histoire d'amour. C'est l'amour. La sexualité va être vraiment l'amour du film et va montrer que malgré tout ce qui se passe, c'est un autre type de communication, c'est un autre type de rapport amoureux et physique qui fait que oui, ils s'aiment. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit être ensemble. Et tout le reste du film le montre très très bien. Mais ouais, c'est dur de catégoriser Love comme un film pornographique, mais c'est encore une fois juste le fait qu'on soit pas habitué à voir de la sexualité au cinéma que ça bloque. Hein. C'est juste que c'est bloquant. C'est voir des gens mourir, il n'y a pas de souci. Genre voir des gens se faire torturer, il n'y a pas de souci. Voir des gens qui baisent, faut pas. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui tient du simulé et ce qui tient du fantasme et du cinéma qui est en soi un énorme fantasme. Et pour terminer cette émission, on va poser la question habituelle. On va commencer par Julie. Dis-nous, Julie, est-ce que ça t'a excité, Love ? Eh bien, pas trop. Pas trop parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai un besoin d'attirance hétérosexuelle pour le coup envers le personnage masculin des scènes de sexe. Et là, j'étais tellement loin et il m'agaçait tellement
que du coup ça m'a vraiment moi j'ai beaucoup de mal à dissocier, j'ai besoin d'être emportée au-delà d'un corps par un personnage ou par je sais pas, par quelque chose d'un peu qui m'en donne un peu plus, et j'ai du mal à être excitée par simplement des scènes de sexe, et en fait non, parce que je le déteste c'est la première minute de ce film, quoi. Même si, et en plus j'avoue que il me plaît pas trop, c'est pas trop mon style de mec, donc non, ça m'a pas trop excitée. À la limite j'ai trouvé que ça m'excitait plus pour les corps féminins, que je trouve somptueux, que pour son corps à lui. Après les scènes de sexe je les trouve très réussies, mais non, j'ai vraiment pas. Après je pense que le fait de le regarder pour le podcast aussi me met dans une dans un état d'esprit où, vu que je suis hyper attentive, parce que je me disais putain, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, j'étais vraiment un peu stressée. Du coup j'ai pas du tout ce lâcher prise que je peux avoir quand je regarde d'autres choses. Moi, j'ai été très très surprise d'être, par exemple, excitée par Bridgerton. Non, mais parce que c'est fou, parce que pour le coup, en plus, j'avais commencé à regarder, j'avais arrêté en me disant, oh là là, ça va trop vite, il y a trop de persos, ça me saoule. Je sais plus. Et puis j'ai repris sur le conseil de plein de gens qui m'ont dit, ah, mais vas-y et tout. En fait, je fais, oui, dis donc, c'est bien. Puis il fait quand même très très chaud. Voilà. Bon, en plus, je crois que je me demande si on n'était pas confiné. Deuxième confinement quand je l'ai vu, et je crois que j'étais toute seule, et j'étais vraiment genre il fait très très chaud là. Et moi les excitations de cinéma, c'est plus pour le coup des personnages de ciné, ou que des scènes de sexe à proprement parler. Mais une fois de plus on retombe sur ce que je disais au début de l'émission, qui est que moi j'ai pas besoin qu'on m'en montre beaucoup pour que ça active des trucs dans ma tête. Donc parfois la suggestion m'excite peut-être plus que le fait de me montrer des choses. Et moi, j'adore Matthias Schoenaerts dans Loin de la foule déchaînée, qui est un film de Winterberg qui est pas si connu que ça, mais je sais pas pourquoi ce film, mais j'en ai un souvenir pareil d'avoir eu un peu chaud au cinéma. Et c'est des trucs très spécifiques, alors que franchement, je pense qu'il joue un palefrenier, il y a des centaines d'années, quoi, tu vois, mais je sais pas, il y a un truc dans ce film qui m'a pas... Je trouve ça assez beau, je les trouve assez beaux, et je me dis, en fait, c'est des gens beaux qui font du sexe, et puis qui font la chose, et puis voilà, mais ça me transporte pas, quoi. Et toi, Mina ? Non, j'ai pas été excitée par le film, même si j'avoue, j'ai eu quand même quelques moments, notamment le plan A3 que j'ai trouvé quand même pas trop mal. C'est vrai que dans les conditions de préparer un podcast, c'est jamais facile de s'exciter sur ce genre de moment parce que t'es en train de prendre des notes à côté. Mais le plan A3 est très très beau, je trouve que les scènes de sexe sont toutes très jolies, c'est vraiment bien filmé. En revanche, je ressors avec un avis plus positif que mon premier visionnage sur Love. J'ai vraiment bien aimé ce film en fait. C'est vraiment un film que j'aime bien, je trouve qu'il a des défauts, je le trouve un peu long. Un peu trop méta, mais globalement c'est vraiment un film que je trouve hyper intéressant. J'aimerais bien voir en fait plus de films comme ça, j'aimerais bien voir plus de films qui filment le sexe de cette manière. Alors pas besoin d'avoir 15 scènes de sexe dans un film, mais juste une dans un film qui est filmé comme là, ouais, moi je leur demande franchement, parce que je trouve que c'est intéressant, et je vois pas pourquoi on cacherait le sexe qu'on vit a priori tous de près ou de loin, mais on a tous un avis, un rapport à la sexualité, et du coup je trouve que c'est dommage de le cacher, et là il le confronte vraiment, et je trouve que c'est hyper intéressant, et j'ai envie de dire un peu chapeau quand même de l'avoir fait. Malgré les défauts, ça reste un film très intéressant, et que je conseillerais à plein de gens, je pense. Et toi, Jade ? Eh bien écoutez, comme vous, l'esprit d'analyse du podcast fait qu'on n'est pas à 100% dans le film. La petite scène de plan A3 également, mais je suis ressortie de ce film avec une furieuse envie de sexe. Vraiment, j'avais très envie de Ken, j'ai fait moi aussi je veux aimer. En fait, j'ai vu ce film dans une période de ma vie où vraiment il n'y avait rien qui allait, j'ai pleuré à la moitié des scènes d'engueulade, où ça fait remonter beaucoup de trucs. La fameuse scène du taxi qui, moi, j'étais vraiment dans le mal quand j'ai vu ça, des dialogues à la con comme faut pas tomber amoureux, ça fait du mal. J'ai fait ouais, carrément, vous avez totalement raison. Donc ça a fait remonter des choses, peut-être que je l'ai pas vu au bon moment de ma vie, mais les scènes de sexe sont très très belles, sont très très bien. Comme toi, j'en demande, j'aimerais bien en voir davantage dans le monde du cinéma par des femmes, s'il vous plaît. Je crois que je suis tombée un peu amoureuse d'Electra. Très honnêtement, je trouve cette personne magnifique, je trouve son personnage très attachant, très, très dans le fantasme d'une relation amoureuse, et je trouve ça très beau. Mais oui, je suis ressortie quand même de Love avec une furieuse envie de Ken, et d'avoir de la sexualité, et de me dire moi aussi j'ai envie d'aimer via la sexualité, et je trouve que Love de Gaspard Noé le montre très bien, et bravo à Monsieur Noé d'avoir fait ça.
Eh bien, merci beaucoup d'être passée chez nous, Julie, ça fait vraiment hyper plaisir. Écoutez, je suis très contente d'être venue parler de cinéma avec vous, c'était très agréable. Et puis j'ai hâte de découvrir du coup la réalisatrice dont tu m'as parlé. Eh ben, tu nous en diras des nouvelles. Est-ce que tu as des petites actualités à faire remonter, à partager un petit peu avec tout le monde ? Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis avec l'équipe de 2 heures de perdu où on parle des films avec beaucoup de mauvaise foi, encore et encore. Et puis non, moi je suis de temps en temps sur une émission qui s'appelle No Spoil, qui est fait en partenariat avec Allociné le stream. Et au-delà de ça, j'ai des scénarios, des petits trucs qui sont sortis sur Netflix, dont la série Endless Night, une série horreur teen avec des ados, si vous voulez regarder. Voilà, vous pouvez y aller. Et puis il y a d'autres choses qui, j'espère, verront le jour dans les mois à venir. Et on espère aussi. Merci d'être venu. Et merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de regarder Love afin de vous faire votre propre avis sur cette petite pépite sexuelle cinématographique. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.